Hum. Ah, ah, voilà, j'apparais, j'étais cachée. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce live du dimanche soir. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est un peu la tempête ici. J'espère que ce sera pas trop gênant au niveau du micro. Donc aujourd'hui, j'ai invité Sabine Padelou, ici présente, enfin plutôt euh, ici, à échanger avec moi, voilà, sur son parcours, ce qu'elle fait au quotidien, ses passions, etc. Et voilà, ça me tenait à cœur d'inviter Sabine parce que c'est une des premières qui m'a soutenue sur ma chaîne Twitch. C'est une des premières à être contente, en tout cas sur LinkedIn, à avoir voilà, témoigné son engouement pour le développement des sujets de la culture sur Twitch. Et voilà, c'est aussi une collègue et j'apprécie beaucoup ce qui est fait sur Twitch, donc c'était vraiment, enfin, c'est vraiment avec plaisir que je t'invite aujourd'hui. Et j'étais trop curieuse, comme toujours, hein, de connaître un peu qui tu es, ton parcours, et voilà, et juste échanger. Donc Avec plaisir. voilà, est-ce que tu vas bien déjà? Ouais, ouais, oui, ça va bien. Un bon dimanche reposant. Ouais, donc ça va très bien. Très, très contente de te retrouver ici. Et pareil, voilà, c'est toujours plaisir d'avoir. Enfin, quand on démarre sur Twitch, souvent on se sent un petit peu seul et je l'ai vécu. Donc, et c'est des gens comme toi, voilà, qui stimulent vachement notre présence sur Twitch. Donc, pour ça, je suis très contente d'être là avec vous tous ce soir. Bonjour à Ethium, bienvenue dans ce petit live interview. Donc peut-être que pour commencer, tu peux te présenter, parce que moi j'aurais du mal à te présenter. Je suis allée voir un petit peu, j'ai fait mes petites recherches, mais tu as fait tellement de choses que voilà, je te laisse synthétiser un peu qui tu es, même si c'est difficile, je pense. Ouais, c'est difficile parce que je commence à être une vieille personne. Je pense que dans 4 ans, je serai bonne pour l'EHPAD. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est la lumière, en fait. Je parais vachement jeune à la rigueur, mais pour de vrai, non. Du coup, alors en synthétisant, donc je suis en fait, docteure en histoire de l'art. Mhm. Donc j'ai commencé ma formation, d'histoire de l'art à l'école du Louvre, mais j'ai vite vu, pardon, c'est mieux, que ça me plaisait pas trop, enfin, il y a eu plein de choses, hein, qui sont aussi mêlées à tout ça. Donc je suis partie à l'université, je suis partie à Nanterre et je me suis sentie vachement bien. Tellement bien que, bah, une fois rentrée à l'université, j'en suis pas sortie. Je suis arrivée en licence, j'ai été jusqu'au bout du doctorat. Et donc et en même temps, donc j'ai fait pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé, enfin depuis que j'ai 18 ans, je travaille en fait, voilà, j'ai toujours Mhm. travaillé à côté. J'ai eu pas mal de missions assez intéressantes, comme commissaire d'exposition, faire faire des articles, des choses comme ça, enseigner, faire des projets, être guide, enfin bon voilà, j'ai fait pas mal de faire des récollements, participer à des ouvertures de musées. Enfin voilà, sur ça j'ai pas mal d'expériences super sympas, en tête, en souvenir. Et j'ai créé mon entreprise, il y Mhm. a, 5 ans maintenant, donc c'était, pile au moment de la fin de ma thèse. Je ne voulais pas continuer dans l'académique, ça ne me correspondait pas et voilà, donc j'ai créé ma société à ce moment-là et aujourd'hui, donc je suis encore à la direction de cette société et il y a 1 an, j'ai lancé une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Au Bonheur des Arts. Donc c'est cours en ligne en histoire de l'art et en histoire du luxe. Ok. Et donc ton entreprise n'est pas liée au bonheur des arts. Moi je pensais que ton entreprise c'est autre Alors, chose. hem c'est lié, dans le sens où, Au Bonheur des Arts, c'est une marque Mhm. qui a été fondée par, l'entreprise. Donc, cette Mhm. entreprise que j'ai fondée, en fait, on est 2 associés. Il s'agit, d'une agence web. Enfin, c'est même à l'origine, c'est même plus une société de consulting et de formation et l'une de nos activités, donc l'une de nos marques et qui est, le gros de notre activité, c'est une agence web qui s'appelle Les Forges du Web. Donc au sein de cette société, donc voilà, je m'occupe de tout ce qui est la direction, mais aussi la direction artistique. Donc le storytelling, les chartes graphiques des sites, enfin voilà, en gros, en quoi ça doit correspondre vraiment aux valeurs de l'entreprise, le contenu visuel et textuel, hein, donc toutes ces choses-là. Les valeurs aussi, donc toute les un peu la dimension un peu marketing Mhm. de la chose. Et donc voilà, il y a cette activité-là, activité de formation qu'on faisait depuis le début, qu'on continue à faire depuis le début en fonction de nos spécialités respectives. Donc moi, histoire de l'art, donc j'ai toujours en fait,
À côté, j'ai toujours continué d'enseigner, Mmh. l'histoire de l'art et de former les adultes à l'histoire de l'art. Donc voilà, donc cette société-là, elle fait ça et en même temps donc l'agence web et Au Bonheur des Arts qui est l'autre partie, qui nous prend aussi pas mal de temps et de ressources, humaines, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, l'agence web, elle est pas forcément tournée exclusivement vers, le domaine de la culture? Si? Je sais Ah pas. pas du Pas tout. du tout, Non. c'est, OK, agence web globale, OK. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On peut avoir, un ch enfin là, on a eu un chocolatier, on a eu, enfin là en ce moment on est en train de travailler sur, un cabinet d'avocats, on a aussi, des coachs, on a même travaillé pour une ville. Mmh mh. On a travaillé pour la ville de Saint-Germain-en-Laye, on a dû faire une plateforme de e-commerce en Mmh. fait, voilà. Donc on c'est assez varié. Et du coup, à partir de quand tu t'es dit que, tu voulais, créer ton entreprise ou être plus indépendante? C'est vraiment à partir de l'université? Parce que tu disais, voilà, je sais pas si c'est le système, en tout cas, tu as eu une espèce de rejet de l'université et du coup, tu as voulu, te développer seule? Ou, Heu, comment ça en s'est fait passé? alors je pense que c'est un travail qui a été, un cheminement qui a été Mmh. quand même suffisamment long. C'est-à-dire que je travaille depuis que j'ai 18 ans et en fait, au fur et à mesure, je suis passée par différents types de postes. Ça me plaisait bien. C'est-à-dire que j'ai commencé, tout simplement, enfin un métier, simple, et hyper important, qui est de faire du ménage, tu vois? Par exemple, Mmh mh. en entreprise. Donc parce que je me suis dit: «C'est normal». J'avais pas mal déjà enfin pas mal d'ambition déjà. Je me dis: «Un jour, je voudrais, avoir un bon poste au moins» et je me dis: «Mais on peut pas manager les gens si on passe pas par les mêmes métiers qu'eux, en fait. On peut pas comprendre, en fait, les gens». Mmh. Et du coup, je travaille depuis que j'ai 18 ans et aussi pour payer mes factures, hein. Ouais. Là, c'est hyper problématique, c'est pour payer mon loyer, ma bouffe et cetera. Donc voilà, je suis passée par plein de postes et donc à un moment donné, je me suis orientée dans la culture, parce que c'était le secteur qui m'intéressait, et je suis passée par plein de postes, des stages, mais aussi, des emplois précaires. Il y a eu aussi, comment dire? Et aussi les formes, les structures. C'est-à-dire que je suis passée par de la fonction publique, je suis passée par les startups, je suis passée enfin voilà, je suis passée par différents types de postes et je me suis dit que de toute manière, je me retrouvais pas là-dedans. Je me retrouvais pas là-dedans et quand tu fais en général effectivement un doctorat, Mmh enfin mh. je voulais faire de la recherche. Ça c'était sûr, je voulais aller, jusqu'au bout de mes études parce que j'avais des propositions d'emploi, à la fin de mon master, j'ai 2 propositions de postes qu'on m'a assez rigolotes. On m'avait proposé soit de devenir, chargée de clientèle bonne gamme, pour une banque, Mmh. donc voilà, gérer une feuille de bons clients et j'avais aussi la possibilité de devenir, chargée de communication. C'était pour les enfants, les bébés bulles à l'hôpital, c'est Necker je crois, c'était à l'hôpital Necker. Donc j'aurais dû être le relais entre les médecins, les scientifiques et le grand public. Mmh. Donc ça aurait été, je pense un métier génial ça. Mais on m'a donné aussi la possibilité de faire de faire ma thèse sous contrat. Donc j'étais sous contrat du ministère de l'enseignement Oui. supérieur et de la recherche et là, c'était mon choix de cœur. Je me dis: «Non, je veux faire de la recherche», ça me plaisait beaucoup. Je voulais pas m'arrêter. En plus, j'avais un contrat pour ça. Je me dis: «Bon allez hop, hop» et mais par contre, au fur et à mesure de ma thèse, je me dis: «Bah tiens, être maître de conférence, travailler à l'université», non, je me sentais pas, je sentais pas en fait, hein, parce que, il y avait, déjà l'université va très mal. Voilà, c'est pas le débat là, mais c'est au moins pour dire le contexte qui va très Mmh. mal et voilà, donc au fur et à mesure, je me suis dit: «Non, c'est pas pour moi». J'ai besoin de créer mon emploi en fait, hein, de créer ma structure, et d'être, indépendante. Voilà. OK. Et du coup, ta thèse, ton doctorat, c'était sur quel sujet? Comment ça s'est passé? Parce que moi, j'avoue, je connais pas trop je vais dire ce monde-là, mais ce parcours-là, en tout cas. Et ouais, comment ça se passe un doctorat, en fait? Alors, en fait, finalement, ça peut être la continuité un petit peu d'un master de recherche. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui t'intéresse, tu as envie de travailler Mmh dessus, mh. et voilà, tu vas travailler dessus. Sauf que quand tu t'inscris en doctorat, il y a quelques étapes de validation derrière parce qu'en gros, ils ne veulent pas que bon, même si c'est pas tout le monde peut s'inscrire en doctorat, mais voilà, l'idée, c'est un petit peu de freiner, enfin de voir, pourquoi les gens veulent faire un doctorat, Mmh. la faisabilité du sujet. Donc il y a Mmh. quelques réunions de préparation et encore plus quand tu demandes un contrat. Donc dans mon cas, j'ai passé 3-4 entretiens, au moins avec plusieurs types de jurys.
Tu fais ton sujet, ensuite, bah, tu contactes un directeur de thèse potentiel, tu tu exposes ton projet de thèse et lui, il accepte ou pas et bah, s'il accepte, eh ben, voilà, il accepte d'être ton directeur de thèse pendant quelques années et bah, une fois que tous les feux sont verts, bah, tu commences à travailler, enfin, en gros, tu récoltes plein de données, tu vas dans les bibliothèques, dans les centres d'archives, enfin voilà, tu amasses de Ouais. l'information, tu lis énormément parce que tu peux pas, voilà, pondre comme ça une thèse, enfin, ça doit être un mélange de culture et de réflexion, de questionnement et enfin, d'analyse de données et puis après voilà, donc tu as une hypothèse de départ et tu vois, bon, bah, tiens, ça se vérifie pas, mais tu expliques pourquoi, Mmh. heu, donc comme un master de recherche et mon sujet, c'était en fait, j'ai travaillé sur, la céramique française. Ouais. En gros, j'ai travaillé sur la manière dont la céramique française essayait de devenir un produit de luxe, Mmh. alors qu'à la base, elle a surtout la faïence, hein, je ne parle pas de la grande porcelaine, type, porcelaine de Sèvres ou de Limoges. Vraiment la faïence, française essayait de devenir un produit de luxe en utilisant notamment des motifs venant du Japon, Mmh. heu, ou d'un ailleurs lointain qui était l'Extrême-Orient, donc on ne savait pas trop ce que c'était, mais c'est pas grave, on s'en fichait, ça incarnait l'ailleurs, ça incarnait une sorte d'exotisme. Et j'ai analysé ça. Donc comment ces manufactures françaises ont essayé de se positionner, haut de gamme en exploitant finalement des idées d'un ailleurs, un ailleurs Mmh. fantasmé, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse partie aussi luxe dans mes recherches. Ouais et puis ça croise plusieurs domaines, je pense, parce qu'il y a aussi peut-être du marketing, il y a, bah, oui, de l'histoire de l'art, enfin, il y a ouais, c'est intéressant. Ouais, C'est intéressant comme sujet. ouais, tout à et c'est pour ça que j'ai pu enseigner ça dans diverses écoles, hein. J'ai pu enseigner le marketing du luxe et son rapport à Mmh. l'histoire parce que j'ai travaillé sur ces sujets-là pendant ma thèse, ouais. Et c'est quoi les prérequis pour un doctorat? C'est un master? Ou faut avoir fait de la recherche avant peut-être quand même? C'est pas Un master, après je pense que c'est plus simple d'aller en doctorat quand tu as un master de recherche. ouais. Mais, je pense pas que ce soit, complètement réservé qu'au master, recherche. Je pense qu'un master pro, s'il a un projet de recherche et en plus tout dépend où est-ce qu'il fait sa thèse. En histoire de l'art, c'est encore un petit peu, voilà, on est dans des schémas un petit peu classico-conventionnels, hashtag prout-prout, voilà. Alors que tu as peut-être d'autres secteurs, notamment tout ce qui est, gestion, où il y a du marketing justement. Tu peux faire des choses en lien avec l'histoire du marketing, tu peux avoir des sujets plus en lien avec quelque chose de pro. Mmh. Alors que hist et il y a encore peut-être qui s'ouvre, hein, maintenant l'histoire de l'art, mais voilà, enfin, il y a des filières culturelles qui s'ouvrent, mais l'histoire de l'art pur et dur, je pense qu'il y a encore, ouais, un chemin à faire. Et tu travaillais avec un établissement ou pas? Parce que moi j'ai cru comprendre qu'il y a des doctorats où tu étais rattaché, à des entreprises ou des établissements et tu étais, en fait, payé par ces entreprises pour, faire de la recherche, en fait. C'était Ouais, le cas ça s'appelle de ce que tu faisais toi? non. Non? Non, moi, c'était, vraiment, c'était un contrat du ministère, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc en fait, ce sont les anciennes bourses Mmh. doctorales. C'est juste que les statuts des boursiers, c'était pas très simple. Donc ils ont dit: «Non, on va changer ça, on va plutôt leur donner un statut bah, finalement de salarié» et en plus, ça rentre dans les nouvelles, enfin, ça rentrait dans les, à cette époque, dans les actuelles prérogatives sur, la professionnalisation en fait du doctorat. Qu'en gros, quand on est docteur, quand on est doctorant, Mmh mh. on n'est pas étudiant, on est professionnel de la recherche. Du coup, c'était pour mettre en avant cet aspect-là. Donc, moi j'étais salariée, mmh, je travaillais en fait finalement j'étais rattachée à mon université, donc c'est-à-dire que j'avais pas le droit de travailler ailleurs, j'avais pas le droit d'enseigner ailleurs, mais j'étais pas en contrat, donc ce que tu évoques, c'est le contrat CIFRE, Ouais. qui est un voilà, donc qui dès qu'on ça existe, hein, il y en a quelques-uns pour la culture et c'est très, 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 très bien. J'espère qu'il y en aura plus Mmh. à l'avenir, où effectivement tu fais un sujet de recherche qui est lié à une entreprise. Mmh mh. Ouais, je trouve ça super intéressant. Je Mmh. trouve ça super intéressant. Parce que même niveau insertion pro, ce type je sais pas comment appeler, de contrat, enfin de recherche en tout cas, c'est super intéressant. Mmh. D'être dans la filière un peu innovation, d'une entreprise ou d'un établissement, pour faire de la recherche, c'est trop cool, quoi. Tu sens vraiment, je pense, l'utilité, tout de suite, quoi, en étant en entreprise.
Bah, c'est aussi pour ça que ça se développe pas énormément dans tout ce qui est musée, Mmh. et autres. Il y en a quelques-uns, hein, par exemple à Sèvres, je sais que j'ai appris plus tard qu'il y avait un contrat CIFRE, pour travailler sur les collections de des porcelaines de Sèvres, quoi, et je me dis: «Ah tiens, ça aurait été pas mal en Mmh. fait». Mais après ça te alors le point positif, voilà, c'est que c'est intéressant d'être rattaché à une entreprise, tu vois un petit peu comment ça se passe dans le monde de Mmh. l'entreprise. Le point un peu négatif, c'est que du coup, tu deviens spécialisé de l'entreprise. Après sortir, de la chose, Ouais. c'est peut-être un peu plus délicat. Mmh mh. Ouais. Et ton sujet de thèse, comment tu l'as choisi? C'était déjà, ton sujet de recherche en master ou c'était des c'est des sujets qui te travaillent depuis longtemps, que ce soit la faïence ou, l'ailleurs, l'extrême, enfin l'oriental, je sais pas trop. L'Orient en tout cas. Ouais, ouais. Moi, c'est vraiment le Japon. Le Japon? Heu, ouais, c'est le Japon. En fait, pendant mes études, j'ai travaillé, comme guide et aussi voilà j'ai participé à l'ouverture d'un musée, consacré à la faïence. Mmh mh. J'ai fait le récolement, donc l'inventaire de ce musée-là, et en fait, j'ai été très, enfin la personne qui dirige ce musée donc m'a formée à un peu au métier d'attaché de conservation finalement, et en fait, on discutait notamment, bah, de ce produit qu'est une assiette, tu vois? C'est un truc tout simple, et en fait, en discutant avec elle, hein, je me suis rendu compte que, bah, tout le de tout ce qu'il y avait autour derrière. C'est-à-dire que, et c'est ça où j'ai eu une révélation en fait par rapport à l'histoire de l'art, c'est que tu as plusieurs tu as plusieurs manières de voir l'histoire de l'art. Mmh mh. Et moi ce qui me plaisait, c'est le côté, les gens qu'il y a derrière, donc les gens qui ont fabriqué cette céramique. Pourquoi? Est-ce que c'est juste un simple, entre guillemets, «travail»? Est-ce que, il y avait quelque chose d'autre derrière? Et puis les gens qui consommaient, pourquoi ils consommaient ça en fait? Donc ça m'a beaucoup appris. Donc là, voilà, j'avais le support. Il y avait la céramique qui me tentait, beaucoup depuis que j'étais en licence, en fait. Le Japon, c'est parce que voilà, j'ai grandi avec les mangas, ça fait partie de ma Mmh. culture, enfin, je suis une grande fan du Japon. Malheureusement, j'avais pas énormément de temps à accorder à l'apprentissage de la lecture du japonais. D'ailleurs, j'ai quasiment tout perdu. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de mélanger enfin, d'avoir un sujet qui mélange tout ça. Mmh. Et j'avais réussi à bien le centrer, pendant mon master, et c'est en fait, finalement, c'est mon sujet de master que j'ai développé que j'ai approfondi et mis sur vraiment le pan de la consommation pendant mon doctorat. C'est voilà, ça fait c'est une prolongation de mon master, au final. OK. Et du coup, quand tu dis que voilà, que le Japon, ça te passionne, c'est quel aspect? Tu as parlé des mangas, mais, est-ce qu'il y a d'autres, Bah, les mangas, c'est ça a été plus le la point d'entrée. culture ouais. Voilà, j'étais gosse, je regardais, Sailor Moon, Dragon Ball, enfin Dragon Ball Z, j'ai commencé par Dragon Ball Z. Enfin, c'est via la télé. Ouais. Voilà, c'est via la télé que j'ai, connu les mangas. En grandissant, bah, j'ai vu le support papier, puis, enfin, et après tout ce qui était aussi, bah, les jeux vidéo, enfin voilà, le enfin, il y a aussi cette, connaissance à travers les jeux vidéo aussi, et en fait, au fur et à mesure, on se dit: «Bah, tiens, OK, il y a les mangas, mais ça finalement», on se rend compte: «Ah mais ça, c'est que de la culture populaire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière?» Et donc bah, il y a la langue, il y a les comportements, il y a une manière d'être, de vivre, il y a la littérature classique, il y a Mmh. l'art classique. Enfin voilà, c'est venu petit à petit comme ça avec l'âge en fait, hein, depuis que ouais, je sais pas, depuis que j'ai un peu moins de 10 ans, un truc comme ça. Ouais, parce qu'il y a pas mal de personnes, enfin moi que je connais, qui sont, ouais, passionnées par la culture du Japon et ouais, c'est assez fou. Enfin, ça rassemble beaucoup Mmh. de monde, je pense, cette culture-là. Fascine. Ouais, ouais, carrément. Puis en plus, bah, j'avais, le rêve d'y aller, j'y Mmh. suis allée 2 fois, là j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, enfin, voilà, ça fait partie de mon identité en plus, voilà. Bah, pour mes recherches, j'ai eu l'occasion d'y aller quoi, enfin, j'ai eu une bourse de recherche pour aller au Japon, pour, ma thèse, donc Ouais, c'était c'est super ça. cool. Mmh. Il y a, Dreammaker qui dit: «Plus facile en étant gamine de s'intéresser au Japon à travers les mangas qu'à travers le théâtre No». Ouais, non et c'est magnifique le théâtre, non mais c'est vrai que c'est long, Camille ou c'est Gamin, oui. particulier.
Ouais, pour un enfant, je pense que c'est mieux, via le manga, tout à fait, tout à fait. En plus, ouais, voilà, Ranma 1/2, donc des choses qui bougent, qui sont, très drôles, très dynamiques, enfin voilà, et puis ça changeait tellement des Disney qui étaient, Mmh. bah, c'est chouette les Disney, mais il y a quand même un côté un peu trop, romancé, romantique, je sais pas comment dire ça, alors que le les mangas apportaient une forme de réalité de la Mmh. vie. On se dit: «Waouh!» enfin, c'était fort, enfin, j'aimais beaucoup. Ouais, ouais. Ouais, les mangas, c'est puissant quand même. Pareil, je connais plein de gens qui, ont plongé dedans. Moi, j'ai eu plus de mal, enfin, je m'y suis intéressée, mais j'ai pas autant, ouais, je me suis pas autant plongée que d'autres, mais c'est toute une culture, quoi. Et en France, c'est Ouais. plutôt, pas mal implanté. Ah bah, les Français sont les deuxièmes consommateurs de manga au monde, je crois, si je dis pas de bêtises, ou c'est les Américains, mais en tout cas, On est pas on est mal. ouais, 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 on est très, ça, les Allemands aussi, je crois, mais ouais, on est très bien, ouais. Istanbul qui dit Mais c'est oui. vrai que par contre, il y a Il une ouais, il y a des acquiesce. voilà Je sais qu'il y et en en a plus, dans bah ma communauté, 2e consommateur, oui, dit, Faucheuse de ses morts. Ouais, ouais, bah, ouais. ça m'étonne pas. Bah, moi, j'ai rencontré les Clamp, les famosos Clampe. Quand elles sont venues en France, j'ai pu les rencontrer. Voilà, c'était un grand moment, j'ai failli pleurer, je crois, à ce moment-là. Heu, est-ce que je sais pas sur quoi revenir, parce que là, on avait notre petite, discussion qui a évolué. Je sais pas si le chat, ah! Stumble dit: «Je ne connais pas». Est-ce que tu peux Les Clamp? nous les présenter? Alors les Clamp, c'est un studio de 4 mangaka. Hem, elles ont fait, bah, Cardcaptor Sakura. Si, il y a Cardcaptor Sakura, il y a X. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chobits, RG Veda, Tokyo Babylon, Clover, enfin ça fait partie de ces monstres sacrés, de la culture manga. C'est voilà, ça fait elles font partie de ces grandes, ah oui, Crossholic aussi, bon le chat, tu en profites pour faire tes griffes sur le fauteuil. Saloperie. Arrête. Ah, Voilà. Stumble dit: «Moi, je suis pas fan». Ah, c'est un style, c'est un style. Les clampes, c'est Mais voilà. Sakura X Holic, non? Je suis pas assez Ouais, oui, oui, tout connaisseuse. à fait. Je suis pas assez connaisseuse. Mais ouais. Bah, faut que je sois plus haut dans la mondanité. Moi, j'ai vu l'empereur du Japon, j'ai bu une bière avec. C'est vrai, c'est bon. Ça, c'est le top de la mondanité. Ah là là. Ouais, mais en tout cas, c'est une culture qui m'a énormément, marquée. Je pense que cet aspect populaire, c'est ce qui fait que, bah, même, voilà, pendant mon doctorat, bon, j'ai mis pendant mon doctorat, j'ai mis énormément de choses de côté, notamment le jeu vidéo, Mmh. heu, les mangas et tout ça, parce que j'avais plus du tout le temps, et puis il y avait, voilà, il y avait aussi cette mondanité intrinsèque au Mmh. secteur où en gros ça le fait pas quoi. Si tu dis que tu joues aux jeux vidéo, enfin Mmh. tu le dis pas. Et là, c'est vrai que, bah, depuis quelque temps où, bah, je suis complètement déconnectée de ce secteur-là, et c'est ce qui fait aussi que, bah, je me suis plongée un peu dans Twitch, je pense, hein. C'est ce retour vers, «Ah bah tiens, mais ça me manque trop les jeux vidéo, ça me manque d'être moi-même en fait», et donc je pense aussi pour ça enfin que Twitch, moi, ça a été vraiment un grand coup de cœur. Donc d'abord en tant que consommatrice, Mmh mh. enfin, j'ai mis un peu de temps, mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais plus m'en passer, surtout que j'ai pas la télé chez moi. Donc c'est vrai que j'ai eu ce besoin de voilà, la période Japon, elle est revenue, via ça, de toute manière. Ouais, bah, on en parlait un petit peu avant le live, comme quoi moi j'étais pas hyper grande consommatrice, sur Twitch et que je le suis là devenue plus récemment parce qu'il y a des contenus, qui m'intéressent de plus en plus. Mais du coup, tu es entrée sur Twitch, grâce à qui? Grâce à quoi? Est-ce qu'il y a des streamers, qui t'ont plus accroché? Ah, je suis une très, très grande fan de MV, de Mister MV, et en fait, Mister MV incarne pour moi ce que Twitch permet de créer d'un point de vue, comment dire? Sociologique. Enfin, c'est-à-dire que la télé n'est pas, voilà, c'est plus, il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé, Mmh mh. et tu as quand même besoin de contenu, tu as quand même besoin de regarder quelque chose. Donc bon, après voilà, tu as les films, tu as les séries et cetera.
Mais le truc que j'ai beaucoup apprécié avec, des streamers comme MrMV qui sont des entertainers, Mmh mh. c'est ce côté, et ben, voilà, tu es chez toi, tu es en train de manger, tu as un bruit de fond, avec la télé, mais tu as pas envie de regarder la télé parce que BFM, voilà, c'est hors de question de regarder ces conneries-là. Hem et ben, quand tu mets en fond quelqu'un comme MV, c'est ce côté, c'est comme si tu étais en soirée avec des Mmh. potes et tu écoutes, enfin voilà, tu es en train de discuter, voilà, avec ton chéri, ta chérie, ton frère, ta sœur et tout d'un coup, tu en as un qui dit une connerie et en fait, bah, c'est vers la télé, mais tu vois, ça fait partie de ce moment, Mmh mh. Mmh la mh. soirée qui est sympa et ça, je me dis: «Bah, déjà, voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien en tant que consommatrice de contenu». Et je me rendais compte aussi que, bah, ça me tentait, enfin, que je les voyais jouer aux jeux vidéo, je me dis: «Tiens, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien moi aussi faire ça». Après il y a aussi, il y avait ce moment pendant un certain temps, je me dis: «Ouais, c'est pas non plus pour moi» parce que je suis pas je suis pas une performeuse, si on peut dire ça Mmh comme mh. ça, dans les jeux vidéo. Enfin, j'ai pas les super skills, de certains, streamers et je me dis: «Bon, alors peut-être que je trouve ma voie», en plus en tant que femme, ça peut être un peu galère. Et en fait, bah, le truc tout l'événement aussi qui a marqué, la chose, enfin, qui m'a décidée, Mmh c'est, mh. bah, c'est quand, voilà, il y a eu, heu, Samuel Etienne, on va chercher son nom. Quand Samuel Etienne est arrivé sur Mmh. Twitch, je me dis: «Bon, bah, en fait, oui, bah, arrête de te poser des questions Sabine et fais-le». Enfin, tu trouveras en plus ce qui te enfin, quelque chose de différenciant par rapport aux autres et Mmh. bah, dans mon cas, c'est la culture. Donc je me dis: «Bah, tiens, je vais faire des streams culture et je vais faire aussi du jeu vidéo parce que ça me manquait» et bah, c'est un grand plaisir du coup. Ouais. Bah, moi aussi, c'est un peu Samuel Etienne qui m'a, déclenchée, si je puis dire. En tout cas, qui m'a je me suis dit exactement la même chose que toi, en fait, à ce moment-là où j'ai vu que la pas que la culture, mais qu'on pouvait faire d'autres choses sur Twitch que faire que, du jeu vidéo. Et je me suis dit: «Mais voilà, il y a d'autres gens qui parlent d'autres sujets, ils arrivent à avoir une communauté intéressée. Pourquoi moi je pourrais pas aussi, partager ce que j'aime, ce qui me fait vibrer?» Et je suis sûre qu'il y a des gens aussi qui vont vibrer comme moi et voilà. Donc ouais, c'est vraiment ça, Mmh. c'est vraiment ça. Et après, ouais, moi je me cherche encore un petit peu sur Twitch. Que toi, je pense que tu es déjà bien positionné, vraiment entre, jeux vidéo et art culture, en fait. Et ouais, il y a un bon équilibre, je trouve, et c'est sympa. Enfin, Mmh. moi, j'aime bien ce que tu Bah, fais. merci. Bah, après là, c'est ma plus-value vraiment en tant qu'historienne de l'art, c'est voilà, c'est, j'ai été guide pendant des années, j'étais Mmh. même guide dans des trucs un peu voilà, j'ai été guide aux égouts de Paris. Donc les trucs un petit peu étonnants, j'adore ça. Donc là, je me dis: «Bah, tiens, il y a plein d'expos virtuelles, qui sont en train d'un petit peu de de se morfondre Mmh. sur le web». On dit: «Bah, tiens, on va les regarder un petit peu» et surtout, bah, par rapport à mon activité de dirigeante d'agence web, moi, ça m'intéresse de voir, bah, comment ils font leur expo virtuelle, comment ils ont pensé, l'expérience utilisateur, comment Mmh. ils font? Et c'est vrai que des fois, mais je me dis et des fois je me calme, enfin des fois je me dis: «Non, non, commence pas à t'énerver». Enfin des fois je me vois, enfin si je me laissais aller, je serais un petit peu, bah, comme le joueur du grenier des expositions virtuelles. Mais voilà, il y a des fois je me contiens énormément et peut-être que je devrais pas. Voilà, quand je vois des expos qui sont parfois, je me dis: «Mais c'est pas vrai, est-ce que quelqu'un a testé le truc quoi?» Ça Je me rend folle des comprends. fois. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi aussi, je suis un peu, une rebelle, que ce soit en com ou dans les visites. J'en ai présenté quelques-unes, mais j'essaie de me dire, enfin, de garder à l'esprit que, bah, c'est pas forcément leur métier, ceux qu'on vérifiait derrière ou enfin, voilà. Et on sait pas quels moyens il y a, combien il y a de personnes, enfin, en tout cas en communication. Moi, j'essaye de pas être trop, critique, mais bon, ouais, après, comme tu dis, est-ce qu'il vaudrait pas mieux, dire franchement les choses parfois? Mmh. Mais c'est pas simple parce que je me dis: «Bon, j'ai pas non plus» en fait, il y a une différence entre un coup de sang, sur un truc qui m'énerve et quand on réfléchit, bah Mmh. et je sais que je suis confrontée, moi aussi quand je fais des sites internet, c'est-à-dire que enfin quand avec mon équipe on fait des sites internet, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'idée de départ Mmh et mh. à la fin ce qu'on peut faire et je Mmh. me dis à chaque fois: «Bon, bah, ça sert à rien de s'énerver parce que ça se trouve il y a eu des choses que je ne sais pas Mmh. au fur et à mesure du projet» et ça c'est en fait c'est que des choix. Voilà, quand tu fais de la gestion de projet, c'est que des choix en fait à faire et bah, tu peux pas répondre, à tous les éléments du cahier des charges et c'est pour ça que je me dis: «Non mais voilà, t'énerve pas parce que ça se trouve ils ont eu des problématiques que tu connais pas, Mmh ils ont peut-être, mh. ils ont
des soucis financiers. Enfin, Mmh mh. c'est voilà, pour ça que je me dis: «Non, ça sert à rien de bâcher», parce qu'en plus, ça se trouve, ça marcherait bien, mais bon, si c'est pour me m'embrouiller avec toutes les institutions culturelles, c'est pas le but non plus, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors je prends un peu le chat, je vois Drammaker qui dit: «Pas besoin de skill pour aimer et faire vivre la passion du gaming. La grande majorité des joueurs n'ont pas de skill extraordinaire». Ouais. Oui, oui, parce que tu as voilà, tu as différents types de streamers et pour moi, les 2 grandes catégories, ce sont les entertainers, et les autres qui sont vraiment dans, ouais, dans la performance, Mmh. dans le skill, voilà. Mmh C'est mh. plus, la compétence, voilà, parce que performance, c'est un peu bizarre comme mot finalement. C'est plus dans la compétence. Il y en a qui sont vraiment là, pour s'entraîner et pour montrer un tour de force incroyable, mais finalement, ils parlent pas ou autre, et tu en as d'autres, mais à la rigueur, il y en a qui jouaient comme des pieds, mais ils sont à mourir de rire. Enfin, c'est ouais, c'est les 2 pans selon moi, c'est les 2 pans principaux de Twitch. Ah, on peut rajouter les gens qui papotent. Les, Ouais, ouais, les gens qui papotent, beaucoup. mais il y a de plus en Mmh. plus de choses, hein, franchement. On en parlait, tout à l'heure aussi, il y a le dessin, il y a, tout ce qui est même, Bah, là, je mets hein? à la rigueur, ça, je mettrais dans le skill. Ouais, oui, oui, ouais, oui. En fait, toi, tu vois vraiment 2 grandes catégories où après il y a moi, je Bah, vois en plus gros, par domaine. en fait, moi, là, je voyais plutôt en comment le streamer se comporte Ouais, avec oui. sa communauté. Plus ça que Mmh mh. le distinguo parce que tu as des gens qui font de l'art, Mmh. ils parlent énormément, Mmh. quitte à pas avancer, sur leur production, mais c'est parce qu'ils interagissent énormément, ils sont dans leur Ouais. entertainment en permanence et d'autres qui travaillent énormément parce qu'ils ils suivent quand même ce que le chat dit, mais on Ouais. sent que c'est juste question-réponse, si on Mmh. peut dire ça comme ça. Mmh mh. Ouais. Ouais, il y a les 2 aussi dans ce domaine-là. Mmh. Coucou Queen Asenat! Bienvenue, ça me fait plaisir. Salut Penasat. Aussi, collègue, twitcheuse, culture, donc ça fait plaisir de te voir. Enfin de te voir. De voir que tu écris. Dreammaker qui dit le React aussi. Ouais, il y en a beaucoup qui Ah font oui. du React. Mais le React, j'arrive jamais vraiment à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, par rapport à tout ce qui est droit d'auteur et tout, Mmh. parce que ça, c'est pareil, à un moment donné, je voulais faire du React sur notamment des vidéos de musées, notamment, soit d'un point de vue, marketing, comment ils ont fait la Mmh. chose, comment ils font leur pub, si on peut dire ça comme ça, soit, sur, tu as certains musées qui mettent en ligne, les techniques de restauration et ça, je me suis dit: «Ah, ça pourrait être sympa, moi, en tant qu'historienne de l'art, de leur dire, voilà, enfin, de raconter aux gens, la technique, globalement, c'est ça, c'est ça, c'est ça» et de regarder en même temps, enfin, une sorte de React à ASMR, du coup, parce que en général, c'est posé, c'est sympa, mais ouais, Ouais, je niveau droit d'auteur, je pense pas qu'il y ait de enfin, si le contenu est «libre de droit» entre guillemets, enfin s'il est, je sais pas. Enfin, par exemple, voilà, une vidéo YouTube, je pense, il y en a plein qui le font, ouais. Donc mmh. ouais, si, ça peut être un truc sympa à faire. Je vais me marquer ça dans un coin de la tête, ouais. Stumble qui dit les skills jacuzzi aussi. Ouais. Ouais, ouais. C'est de Ouais, ouais. l'entertainment et c'est de la création de contenu. Enfin, pour moi, voilà. Et donc, est-ce que tu veux présenter un peu, c'est un peu le moment promo, est-ce que tu veux présenter Mmh. un peu ce que tu fais sur ta chaîne? Expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas ta chaîne, tout Ouais, simplement? OK. Donc en fait, sur, ma chaîne, il y a en gros, c'est moite-moite. Moute-moute, comme dirait Miguel, pour ceux qui ont vu le RP, GTA V. L'idée, c'est de faire à la moitié du gaming, donc les jeux, c'est varié, donc en ce moment, je suis plus sur du Tomb Raider, du Hades, un quand j'ai un peu le temps aussi, Crash Bandicoot et WoW, classique, j'entends. Mmh, mais surtout, ouais, voilà, Tomb Raider, et Hades, donc en fait, je voulais des jeux où il y avait quand même une dimension historique ou Mmh. alors nostalgique. Donc Tomb Raider, parce que je les ai fait étant gosse, Hades parce que ça permet de parler de mythologie un petit peu et ça c'est voilà, c'est assez sympa
et l'autre partie, donc l'autre moitié, il s'agit de stream, culture où en fait, l'idée c'est de prendre des expositions virtuelles. J'ai juste regardé à peu près ce que, enfin je les ai quand je fais une exposition virtuelle, sur Twitch, l'idée c'est que je l'ai pas faite. C'est-à-dire qu'en gros, je découvre un peu en même temps que le public. Enfin, je regarde juste à peu près qu'est-ce que ce sera Mmh. en amont, voir «Tiens, ouais, ça pourrait être sympa, pop, pop». Mais l'idée, c'est vraiment de le découvrir avec le public. Enfin, j'ai pas envie de travailler de travailler dans le sens où je voulais pas le vivre comme étant un guide, avec, bah, ce principe de culture descendante où en gros, voilà, moi je parle, machin et c'est tout. L'idée, c'est de dire: «Voilà, allez, c'est comme si on était tous ensemble, on découvrait une expo». On débarque dans les salles et on se dit: «Ah bah tiens, là, qu'est-ce qui va pas? Oh là, mon Dieu, là, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Oh là, ah ça c'est marrant, regarde, machin» et de créer quelque chose comme ça Mmh. avec les gens présents dans le chat et parce que ça m'a vraiment, enfin ça en tant que prof, ça m'aide beaucoup à réapprécier mon travail de prof. Parce que c'est un boulot que je fais, à côté, enfin depuis, le début de ma thèse en fait, j'enseigne, que ce soit à la fac ou dans des écoles privées et là j'arrivais à enfin, j'en avais un petit peu marre, sincèrement, d'enseigner, j'arrivais plus à voilà et Twitch, ça me permet d'enseigner autrement, enfin, de partager des connaissances autrement et ça, c'est voilà. Donc c'est cette partie culture-là, c'est ça. C'est surtout des expositions virtuelles ou parfois un peu de GeoGuessr, culturel. Donc GeoGuessr, voilà, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un jeu où en gros, bah, c'est à partir de Google Maps, on est, plongé à un endroit de la carte, sur une partie du monde et on doit trouver où on est. Donc voilà, c'est un jeu de c'est une sorte de jeu de piste, si on peut dire ça comme ça et il y a des cartes, spéciales culture. Donc en gros, l'idée, c'est de retrouver les monuments, présentés. Donc on parle un petit peu du coup d'histoire, des monuments et tout ça. Donc voilà ce que je fais sur la chaîne, globalement. Je le fais, les jeux, c'est le lundi et le mercredi soir et la culture, c'est le mardi après-midi et le jeudi matin. Voilà, voilà. Et généralement, tu partages ton planning sur Twitter, donc si on veut Ouais, pouvoir se caler, un tout rendez-vous, à fait, sur ta chaîne, on peut se caler là-dessus. tout à fait, tout à fait. Bonjour, Ramzy Fish? Ramzy Fisheye. J'ai trop de mal avec les pseudos à chaque fois. C'est Ramzy compliqué. Fisheye. Je pense que c'est ça. J'espère que je me suis pas trompée. Et bonjour Pangeline aussi. Bah, qu'est-ce que tu as raté? Eh bien, ce serait long de tout réexpliquer et je pense que ce serait compliqué. Bien Mais on va pas tout refaire, hein, mais en gros, j'échange avec Sabine Padlou sur bah, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait actuellement sur sa chaîne Twitch qui est entre le gaming et la culture, sur son parcours dans l'histoire de l'art, la création de... Attends, j'essaie de bien résumer. La création de son agence web et Mmh. de Au Bonheur des Arts, une plateforme pour apprendre l'histoire de l'art. Et voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour faire un petit résumé express pour ceux qui viennent de nous rejoindre? Non. C'est Non, bien, non, bah, c'est très bien c'est très bien. et Euh, Sabine Padlo, c'est vraiment mon nom et mon prénom, hein. Oui, Parce parce que parfois quand j'arrive sur des streams, enfin sur des lives d'autres streamers, ils disent: «Ah, il est marrant ton pseudo». Mais c'est mon nom! C'est assez ouais. rigolo. Mais moi, je pensais aussi au début que c'était un pseudo. Je trouve ça trop cool. C'est cool comme nom. Et quand je suis allée vérifier son LinkedIn, je fais non, elle aurait pas mis son pseudo sur LinkedIn quand même. Un nom de scène. Ouais, non, mais je me suis demandé, c'est vrai. Non, mais Mmh. c'est cool comme nom. C'est rigolo. Oui, du coup, pour faire une petite transition, tu nous as parlé de ta chaîne. On a parlé un peu bah, de ta relation à l'histoire de l'art. Bah, c'était tes études, ton métier aussi, voilà, de transmission de l'histoire de l'art. Mais quelle est ta relation aux jeux vidéo? Est-ce que ça a commencé très jeune? Est-ce que tu as été ou es une grande joueuse? On en a un petit peu parlé, mais je suis pas venue dans la Mmh. précision là-dessus. Hem, ouais, j'ai joué, bah, très jeune. Bon, voilà, là, ça remonte à une époque que vous pouvez pas connaître. Non, mais je vais prendre mon abonnement à je vais m'inscrire à un EHPAD tout à l'heure, hein.
Je peux t'avoir une place, Heu, hein, je travaille à mais oui. l'ARS. Ah mais oui, je veux bien. Est-ce que je commence à être vieille? Voilà. En plus, je suis picarde, alors je pense que j'aurai une double entrée rapido. Donc non, non, en fait, ouais, les jeux, j'ai commencé en regardant en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que je pense aussi c'est pour ça que Twitch marche et vraiment beaucoup, beaucoup. Mmh. Je pense qu'on est tous on a tous été initiés enfin pas tous, non, on va pas commencer dans des généralités, mais une très grande partie des gens qui regardent Twitch, je pense, qui a été initiée en regardant son grand frère, sa grande Mmh. sœur, son papa, sa maman jouer. Mmh. Enfin quelqu'un ou de sa famille ou de ses amis, voilà. Je pense qu'il y a ce côté spectateur avant de se mettre vraiment soi aux jeux vidéo et moi ça a été ça, ça a été, mon père il avait un Amstrad, il jouait, ma sœur, jouait enfin mes grandes sœurs jouaient à Indiana Jones and the Fate of Atlantis, donc c'est pour ça que l'un des premiers jeux que j'ai streamé, c'était celui-là parce qu'il incarne pour moi, beaucoup de choses en fait. Mmh Il mh. incarne le début de mon amour pour les jeux. Et puis après, bah, il y a eu l'époque où, voilà, où, c'était hyper galère d'avoir enfin, à cette époque, il y avait pas de PC encore, hein, j'en avais pas, c'était pas possible. Mais enfin, j'ai acheté avec ma sœur une Mega Drive, on a joué à Sonic, on a joué à des jeux bon, en plus, à des jeux que Joueur du Grenier a fait, donc quand je voyais ça chez Joueur du Grenier, forcément, ça me faisait marrer parce Mmh que mh. ça fait partie de mon enfance. J'ai eu une Game Gear, pareil, c'était Game Gear, ça m'a sauvée, de grands moments d'ennui, lors des repas familiaux et surtout pendant les trajets en voiture parce que voilà, Je connais pas on était Game des Gear, c'est quoi? on peut-être que tu connais Game Gear peut-être? Mais c'est parce qu'on prenait ça très mal. C'est une console portative, c'est la console portative de Sega en fait, OK. voilà, donc qui était une bouffeuse de piles incroyable donc je ruinais, ma mère à m'acheter des piles à chaque fois jusqu'à ce que j'ai l'adaptateur, ça a été, une révélation. Mais voilà, comme quoi pour nous c'est tout con ces trucs-là aujourd'hui, mais voilà, à l'époque ça l'était pas. Donc ça et surtout, bah, la PlayStation, 1, enfin ça a été, la première console que j'ai pu m'acheter moi, pour moi, et du coup, je crois que j'ai passé un nombre incroyable d'heures à jouer à Final Fantasy VII. Ça, le jeu, qui m'a, vraiment mon adolescence, c'est Final Fantasy VII. C'est le faire, le refaire, le refaire avec d'autres jeux, mais ça a vraiment été le jeu important dans ma vie avec voilà, Tomb Raider aussi, tous ces jeux-là, quoi. Mmh mh. Et je continue à regarder ma famille, notamment les chéris de mes sœurs, je les regardais jouer aux jeux vidéo. Donc je continuais, notamment les jeux d'horreur et j'avais très peur de les regarder jouer à Resident Evil, le premier. Ouais, ce que tu dis, ça cette pas cette nostalgie, mais ce lien un peu, du passé, en fait, qu'on a et familial aussi, qu'on a avec le jeu, vidéo. Enfin, je vois que ça crée des réactions dans le chat, parce qu'il y a mon frère et donc il me dit: «On l'a eu pourtant, cette console». Donc moi, je me souviens pas du tout. Hein, on a dû l'avoir, mais je connaissais pas le nom, mais on a dû l'avoir et j'ai dû y jouer et Dreammaker qui dit, «Dans le car pour aller au collège aussi», donc tu vois, ça remue plein de choses et moi, j'ai un peu le même rapport que toi, aussi aux jeux vidéo. Enfin, aspect, très familial, mon frère qui joue, mon père qui joue, moi à côté à regarder et après à jouer aussi. Donc, et pareil, moi je joue à Siberia parce que j'ai des souvenirs en fait de parties avec mon père, avec mon frère sur ce jeu-là. Donc, c'est assez marrant. Ouais, bah et c'est complètement représentatif de notre époque, hein. On est sous une forme de nostalgie. Mm, C'est pas syndrome Peter Pan, c'est pas le fait mm, qu'on ne veuille pas grandir, c'est plutôt une forme de il y a une époque qui est lointaine derrière nous et quand on y repense, ça nous fait voilà, ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Soit que tu as la Twitch, ça fonctionne énormément avec, genre du grenier aussi, avec le rétro gaming, ça fonctionne mm, énormément. Le pixel art, ça fonctionne mm, aussi pour ça. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est synthwave, la musique qui reprend, les sonorités des années 80-90, mais avec, une énergie, très contemporaine. mm, Enfin, on a besoin de ça aujourd'hui, tout comme tu as tous ces remakes de films qui étaient les films de notre enfance et ils les refont là. Tu dis: «Bon OK». Enfin, c'est parce que ça c'est complètement, c'est un sujet, est-ce que c'est de l'ethnologie ou de l'anthropologie? Peut-être plus de l'ethno, mais en tout cas, on est dans une société, où en ce moment tout ça, ça nous manque en fait. On a envie de recréer ce cocon, ouais.
qui nous faisait du bien et qui fait appel à de la Mmh. nostalgie, mais voilà. Ouais, parce qu'au-delà du jeu et du plaisir qu'on a pu, je pense, avoir dans le jeu, il y a aussi des souvenirs, des moments de vie, du temps et souvent c'est Voilà, lié à l'enfance, donc c'est pas pour rien. Donc ouais, ouais. totalement. Il y a ce côté un peu, nostalgique, mais pas pour le revivre forcément, mais parce que ouais, c'était juste cool. Enfin, c'était l'enfance quoi, c'était Mmh. cool. C'est ça, parce que quand tu vois le climat extrêmement anxiogène Mmh. aujourd'hui, où tu hésites même à ouvrir Twitter parce que tu voilà, ou alors où tu fais que moi, au bout d'un moment, je commence à ne suivre que les gens qui publient des photos de chats, pour dire j'en peux plus. Donc c'est un refuge. Mmh mh. C'est un refuge qui nous permet de tenir, en fait, hein. C'est voilà, c'est aussi pour ça que ça fonctionne aussi bien et c'est aussi pour ça que les Just Talk, fonctionnent extrêmement bien. Ce matin, je voyais par exemple aussi, je suis tombée dessus, je me dis: «Quoi? C'est rigolo ça». Tu avais notamment Lutti, et je sais plus le nom de la streameuse malheureusement. Je suis désolée, j'ai un bug là. Si quelqu'un a le nom de la streameuse, qui était avec, en gros voilà, Lutti et sa compagne promenaient leur chien et ils ont streamé ça et je me dis: «Ouais, il y a vraiment un besoin des gens de faire partie de l'intimité des gens». Tout comme, tu Mmh. as pas des cours de cuisine, mais en gros, tu as des streamers qui cuisinent et en fait, on fait partie un petit peu de leur intimité. C'est, enfin voilà, Misou, c'est dit Queen Asenat ouais, OK. et Oui, 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 c'est Dreammaker, ouais, Miso. ça doit être ça. Voilà, donc désolée, je me rappelais plus en fait, il y a plusieurs, streameuses qui commencent par M et ça me bloque à chaque fois, voilà. «Non, mais c'est pas Magla, arrête, c'est pas ça», voilà. Donc ouais, voilà et ce matin, voilà, ils promenaient leur chien et je me dis: «Tiens, c'est» enfin, tu as plein de sujets comme ça d'exemples de stream comme ça où tu dis, en fait, les gens ont besoin de présence, ils ont besoin de quelque chose qui leur raccroche à un présent qui n'est pas anxiogène, soit en référence au passé, Mmh. soit, quelque chose de trivial, mais de très agréable, qu'une promenade avec, son toutou quoi, qui est super mignon. Mmh. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais pensé vraiment aux raisons, qui nous poussaient à regarder tel ou tel type de contenu, mais il y a un sujet là-dessus. Il y a un vrai sujet. Mmh. Qu'est-ce qu'on Ouais, les recherche, études anglophones commencent ces études anglophones à s'y intéresser. Nous, on a toujours 10 ans de retard, mais là, faut que je lise toutes les il y a pas mal d'articles là sur les réactions, enfin sur la manière dont les streamers réagissent avec leur communauté. Il y a quelques articles qui sont sortis en anglais sur ça. Donc forcément, ça m'intéresse beaucoup en tant que docteur, ça voilà. faucheuse de ces morts qui dit: «Et un sujet de recherche en plus!» Ouais, Oh là là, mais oui. Non, mais complètement. C'est mais ça, c'est passionnant, je trouve. on manque aussi d'études des publics, enfin des publics, digitaux, je veux dire. Ça, on est en manque. Moi, pour mon mémoire, je recherchais, je trouvais rien. Du coup, j'ai fait ma petite étude perso, mais bon, c'est sûr que c'est pas enfin, ça égale pas une vraie étude, mais vraiment bien menée, quoi. Mais ouais, on manque de Mmh, ça, même sur les réseaux sociaux, en général, complètement. donc Ouais, c'est pour ça que c'était Léo Tissier, c'est ça Tessier, ouais. ton précédent? Mmh. Tissier, voilà. C'est pour ça que j'avais posé la question des publics parce que ça Mmh. m'intéressait énormément. Si on avait senti une différence de public, qui s'intéressait à la culture parce que et c'est aussi pour ça que Twitch m'intéressait aussi énormément, c'est de me dire: «Tiens, je peux toucher d'autres gens en fait que, mes étudiants habituels, que mon public habituel». Et bah, tiens, bah, voilà et pendant mes lives, quand il y a des personnes qui me disent: «Ah cool, bah, j'ai trop envie d'aller voir ce musée du coup». Mmh. Je suis heureuse, enfin, ça me fait du bien, ça me dit: «Ah bah» et c'est là où je me dis: «D'ailleurs, faut que j'écrive un petit article pour LinkedIn là-dessus». C'est que pour moi Twitch, en tant qu'enseignante, ça me sauve quasiment, quoi. Ça me fait un bien fou parce que ça me permet de revoir autrement mon métier d'enseignante et ouais, d'enseigner autrement et ça me fait vraiment un bien fou ça. Quand tu dis enseigner autrement, c'est que c'est, dans ta façon de t'adresser? C'est-à-dire que tu es moins, tu plus naturel ou c'est pas du tout ça, c'est moi qui interprète? Même pas parce que, ça, je me suis rendu compte cette année, j'étais b je suis comme sur Twitch avec mes étudiants aujourd'hui. Mmh mh. Alors qu'avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais vraiment, très, enfin, surtout que j'enseigne des cours qui sont liés au secteur du luxe. Donc l'idée, c'était d'incarner quand même certaines valeurs, certains voilà, un certain standing Mmh mh. et voilà, j'étais derrière, derrière
cette manière de faire, hein, cette manière de me mettre en scène, hein, parce que l'enseignement, c'est de la mise en scène, hein. Et cette année, bah, je me suis dit: «Non». En plus, quand je donnais cours, soit j'étais au bureau, soit j'étais ici avec mon environnement, stream, donc je vois pop-up, enfin voilà, au bout d'un moment, je veux redevenir moi-même. Et par contre, c'est plus la manière d'échanger et avec qui j'échange. C'est-à-dire que les étudiants, donc à part quelques étudiants, quelques cursus, avec qui ça se passe, globalement très, très, très bien. Enfin, ils sont là, ils sont motivés d'être là. Mmh. J'ai d'autres profils dans d'autres écoles où c'est des là, c'est des profils d'écoles privées, hein, voilà, là, c'est les mêmes profils pour toutes ces catégories-là. F Eux, ils sont là pour leur diplôme. Donc finalement, mon cours, Ouais. ça les intéresse pas plus que ça. Mmh. C'est une matière comme une autre à valider, en fait, Mmh mh. et du coup, ça se ressent dans nos échanges. Il y en a quasiment pas, en fait. Et en plus, Zoom a amplifié ça. Ça a été vraiment la révélation de ça. Et ça veut dire qu'il y avait plus aucun échange quasiment, donc il fallait que je force, les échanges et c'est pas agréable, en fait, c'est très désagréable. Alors que sur Twitch, les gens, ils sont là, bah, ils sont là parce qu'ils veulent être là. Ils Ouais. veulent ils veulent se barrer, bah, ils se barrent, il y a pas de Mmh. problème. Enfin, je Mmh. me pas mal du tout et bah, on peut apprendre, autrement et j'ai pas un objectif précis aussi, pendant, mes lives. C'est-à-dire que, bah, on fait une exposition virtuelle ensemble, on fait du GeoGuessr culturel ensemble. À un moment donné, si ça doit nous entraîner à aller: «Ah bah tiens, c'est quoi les guerres de religion?» On va aller regarder ça ensemble. On va en discuter. Alors qu'en cours, j'ai des objectifs précis, il y a des choses qu'ils doivent, avoir en poche, Mmh. pour leur, bah, voilà, pour leur note finale. Et c'est vrai que bah, c'est surtout le fait que, ouais, qu'ils se sentent forcés d'être là pendant le cours et ça, j'en pouvais plus. Ça, sincèrement, ça me fatiguait moralement. Alors que sur Twitch, bah, les gens, voilà, ils sont là parce qu'ils veulent être là et Ouais. ça, c'est du bonheur, en fait. Je pense que moi, c'est un truc sur lequel vraiment j'aurais du mal en tant que prof. Enfin, j'ai mon copain qui est, prof de français, mais j'aurais du mal, comme tu dis, avec les personnes qui sont pas intéressées et tu sais pas trop, pourquoi elles sont là, elles ne savent pas non plus et elles sont pas investies et moi, ça me fend le cœur, Mmh. qu'ils soient obligés d'être là alors que voilà, ça les intéresse pas, ils veulent pas et comme tu dis, l'avantage entre guillemets de Twitch, c'est que tu peux venir, tu peux partir, tu peux revenir même, si, Complètement, quand en cours, tu es obligé, complètement. on le voit en visio, même nous, il y a des cours, c'est pas passionnant, mais on est quand même obligé d'être là, alors qu'on pourrait faire autre chose, de peut-être plus. Mais bon, Mmh. ouais. Ouais, c'est compliqué. Enfin, Ouais, bah, surtout qu'en fait, tu te bats, enfin quand parce que ça fait plusieurs années, hein, ça fait combien d'années que j'enseigne? Ça fait quasiment 10 ans que j'enseigne. hmm, Donc et c'est normal, les méthodes d'enseignement ont évolué. C'est-à-dire que quand très vite tu comprends, ah bah tiens, le CEM, ça peut plus fonctionner, donc faut faire enfin, tu changes complètement ta manière d'enseigner hmm, hmm. et en fait, quand tu vois, tu changes tous les ans, enfin, tu transformes ton cours tous les ans, enfin, voilà. Moi, je suis quelqu'un là-dessus, je sais que la captation mince, De l'audience, de l'attention, ouais, d'attention. c'est très ouais, ouais, c'est très compliqué, donc j'essaie vraiment de faire attention à ça, de mettre des choses pour dynamiser tout ça et tu vois, au fur et à mesure que les gens décrochent au fil des années, tu dis: «Bon, moi, ça peut être moi aussi». Tu te remets en question, forcément, tu te poses des questions et en fait, au fur et à mesure, tu t'accroches que pour les quelques-uns qui tu dis: «Bah, ça vaut le coup» parce qu'eux, ils sont motivés, Hmm. eux, ils sont à fond, ils sont voilà. Mais en fait, au bout de 10 ans, bah, tu les vois même plus les deux trois derniers parce que la Zoom, ça a déprimé tout le monde, quoi, donc Ouais, enfin, ouais. je suis sûre qu'il y a des étudiants, ils ont même pas essayé au moins une fois de voir comment j'avais évolué, rien que là, par rapport à mes cours. Enfin, à un moment donné, on faisait, enfin voilà, on faisait des exposés, on parlait notamment de mythologie, mais au prisme notamment d'Hadès, on parlait aussi, bah, des mangas et il y a un moment donné, il y a un étudiant, qui dit: «Ah bah tiens, peut-être que vous connaissez Naruto?» Et je me dis: «Non mais j'en parle depuis une plomb», enfin pas une plomb, mais j'ai montré que Ouais. voilà, j'étais dans une autre Hmm. dynamique depuis, 6 mois les gars, faut se réveiller là, en fait. Mais parce qu'il y en a, ils allument leur Zoom et c'est tout et Ouais, il y en ouais. a qui mais voilà. C'est Mais c'est difficile. pour ça que Twitch, ça m'a aidée. C'est pour ce côté-là, bah, au moins là, je sais que les gens, ils veulent rester, ils restent et ça, c'est cool. Enfin voilà, on force personne et ça, c'est super. Ouais, ouais.
Ouais, mais après, ouais, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'appliquer, tu vois, dans le domaine de l'enseignement, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est une période, enfin, oui, c'était et c'est une période difficile, je pense, pour pour prof et élèves, hein, c'est Oui, oui, les hyper 2 et puis compliqué. après sincèrement aussi, tu as, aussi une question d'énergie avec la classe. C'est-à-dire que, Mmh. heu, il y avait une classe nouvelle. Mmh. Avec eux, ça s'est quand même relativement bien passé. C'est-à-dire que, à un moment donné, c'est eux qui m'ont montré des vidéos très ASMR, de musées qui faisaient des restaurations. Donc il y avait quelque chose qui se passait bien avec, un groupe, que je ne connaissais pas du tout. Donc on s'est découvert via Zoom. Donc il y avait rien en fait en passif. Alors que, il y avait d'autres groupes, on s'était connus en présentiel, il y avait eu le premier confinement. Hem Moi, en plus, avec, mes soucis de Covid et tout, il était hors de question de enfin, il y a plusieurs écoles qui ont forcé le présentiel très, très rapidement et moi, j'ai pas voulu parce que, voilà, pour des raisons de santé, c'était hors de question et eux, ils voulaient absolument du présentiel, ce qui s'entend aussi, hein. Il y a pas de mais je pense que c'est le passif, hein, ce côté, voilà. Alors qu'avec ceux qui on se connaissait pas, au final, ça s'est super bien passé. C'est ouais. Ouais, ouais. Après, c'est aussi, je pense, ceux qui ont réussi à adapter aussi le format. Nous, je sais qu'il y a des professeurs qui ont fait aucun effort et c'était très difficile pour nous d'avoir des cours vraiment magistraux de 9 heures à 18 heures. Enfin, vraiment, Non, mais on a des cours comme ça. Et t'en as d'autres ça qui font vraiment des efforts et t'es dedans, quoi. Donc, il y a un peu des deux. Il ouais, y a la fois, voilà, faut que les efforts soient faits des deux côtés. Et quand c'est fait, je pense que ça marche. Quand il y a de la bonne volonté. Mais c'est vrai que ça dure aussi depuis un moment et c'est usant. C'est usant pour tout le monde. Et, complètement usant. Mais, je me rends compte que ça marche mieux avec ceux qui m'ont donné la chance cette année mm, en gros, qui sont pas juste allumés qui sont appuyés sur le lien Zoom et après, voilà, ceux qui sont restés dire: «Bah, tiens, c'est qui elle? On la connaît pas» ouais. et j'étais comme je suis en stream, bah, ils sont restés pour la plupart, quoi et ça, Mm. c'était mais les autres, je pense, ils ont juste cliqué sur le lien. Ils ont attendu que je fasse l'appel et après, bon, bah, ils étaient sur autre chose. Ouais, il y a cette idée de découverte aussi. Découverte d'un nouveau professeur, donc peut-être ça attire Donner un sa peu chance plus. aussi. Enfin, ouais, ou ouais, Ouais. donner sa chance, ouais. Mm, mm. Mais après oui, je suis d'accord, il y a des profs qui ont pas du tout fait d'efforts là-dessus et Ouais, bah, ouais. C'est comme il y a des élèves qui n'ont pas fait d'efforts pour écouter. Enfin, voilà, c'est ça en fait, il y a de c'est des 2 tout. côtés. C'est humain, Mm. c'est humain, hein, c'est normal. Alors, je prends le commentaire de Faucheuse de ses morts. Ça dépend de l'état d'esprit des individus et du groupe surtout. Un groupe ou un individu qui ne veut pas suivre, écouter, n'écoutera pas, même si tu es pédagogue, bah oui, et que tu lises les Mmh. mêmes formats que sur Twitch. Bah oui, oui, ça c'est sûr. Il y a ça et il y a un autre truc, je m'étais rendu compte parce que voilà, j'enseigne dans des écoles où, l'idée c'est de former des futurs cadres du luxe Mhm. et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait, certaines profs, ça fonctionnait direct juste parce qu'en fait, elles ont bossé pendant 20 ans chez Chanel. Ah, Voilà et donc je pense putain. qu'il y avait voilà, soit cette légitimité du CV, soit ce fantasme de: «Ah bah, grâce à elle, je pourrais peut-être bosser chez Chanel». Enfin, il y avait voilà, je pense qu'il y avait, il y a aussi ça. Ouais, Donc par intérêt un petit peu. il y en a, oui. Après, ça retire pas, parce que finalement, j'ai jamais, assisté à ces cours, hein, donc ça retire pas tout ce qui est qualité intrinsèque du cours. Mais en fait, d'emblée, tu sens qu'il y a alors soit c'est OK, soit c'est: «Oh pff, ouais, en gros, on la connaît pas quoi, c'est qui?» Enfin, voilà, il y a ce côté-là. C'est pas une star. Ouais, ouais, bah après ça dépend. Ça dépend des élèves. Mais oui, après c'est un ressenti de groupe aussi, quoi. Mais je Mmh. conçois que ça doit être hyper difficile pour les profs. Ah, donner un cours, même nous, je sais qu'on a fait des exposés, faire un exposé à distance, c'était hyper compliqué. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai besoin, moi, de contact humain. J'ai besoin de voir que toi, t'as rigolé. J'ai besoin de voir que toi, tu tires la tronche, ça t'intéresse pas. Du coup, je vais essayer de Ouais, redynamiser. Et ça, c'est difficile. Je sais que nous, on met pas les caméras. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais bon, ouais. faut que ça se finisse. Mmh. Faucheuse de ses morts ou un mépris universitaire ou ancien universitaire. C'est-à-dire. Heu, Mhm.
Ah, un mépris pour les universitaires? Ah, pour ceux Oui, qui ça, viennent de l'université? ouais, oui, oui, ça, il y a du mépris, enfin, en général, oui, ils disent: «Bon, bah, elle travaille pas, c'est parce que c'est» tu as qui sont comme ça. Mais bon, voilà, globalement, Ouais, mais il y en a dans les 2 sens, hein. Comme quand tu viens oui. école de commerce, on pense que tu fais du commercial et et que du marketing pur et dur, alors que non, tu peux faire plein d'autres choses, donc bon. C'est Ouais. ouais, c'est des préjugés comme ça, mais je pense que c'est pas représentatif de tout le monde. Mais après, comme tu dis, faut que je dise c'est mort, c'est un effet de groupe aussi. S'il y a, il y Oui a et personne qui s'investit vraiment, et bah, du coup, ça et d'ailleurs, de toute manière, les groupes où ça se passait mal, en plus, il y avait une tension pas bonne du tout dans le groupe. C'est-à-dire que, il y avait même eu de la délation entre eux. Enfin, s'il y avait une c'était globalement toute l'ambiance qui était, bah, la pourrie, en fait. Enfin, c'était, mm, enfin, ça a révélé un peu toutes les tensions, du groupe, en fait. mm. Et je sais pas s'il y aura des études après là-dessus. Je Oh, pense qu'il c'est doit y en sûrement, avoir, hein, des études sur ouais, comment ça s'est passé ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, il des y a eu deux pas mal côtés. de ouais, de récolte de données, de enfin, soit de psychologues, soit enfin, dans le secteur académique, mais qui enseignent la psychologie. Il y a eu pas mal d'études, déjà par rapport au premier confinement, enfin les impacts de tout ça, ouais. Ça commence pas mal. Ouais, on verra bien. Moi, j'espère que ceux qui vont rentrer en septembre n'auront pas à reconnaître ça. Mmh. Croise les doigts. C'est pas des sujets très joyeux là, hein. Oh non, l'enseignement si, c'est joyeux en soi, Ouais, l'enseignement. l'enseignement, ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool l'enseignement. C'est Puis je crois sincèrement aussi à l'enseignement, après ce serait plus de l'hybride, mais le distanciel a apporté quand même énormément de choses positives. Enfin, Zoom, par exemple, faire des réunions, enfin, c'est devenu très, très simple d'organiser des réunions sans déplacer. Enfin, moi, je sais qu'enseigner enfin, quand je pars enseigner à Paris, mais c'est beaucoup de trajets, ça m'épuise, en fait et enfin, je trouve qu'un mélange des 2. Bon, après là, on est dans une phase, ça c'est pareil dans tout. Quand tu as trop de numérique, c'est le présentiel. Enfin, en gros, on veut du présentiel et quand on aura trop de présentiel, on voudra du numérique. Enfin, c'est que des phénomènes de ce type-là Ouais. et donc là, ça pourrait être pas mal de mettre tout de suite en place un mélange très intelligent des 2 en fait, hein, Mmh. Ouais, 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 parce qu'il y a des cours qui s'adaptent très bien au distanciel. Et bon, après, il y a des ouais. cours où il faut vraiment être sur place. Nous, on a des cours de code à distance. C'est très, c'est très difficile si t'as pas 2 écrans. Enfin, Oui, voilà, ça dépend de ton matos, ça ouais. dépend du matos et puis même c'est compliqué. Donc ouais, franchement, ouais, réfléchir à l'hybride, totalement cohérent. Bah, après, surtout, par exemple, si tu as un truc tout bête, en tout ce qui est, les personnes qui font de l'alternance, elles ont souvent des projets. Enfin, même pas que de l'alternance, hein, les étudiants, en master pro et tout, ils ont beaucoup de projets. Ah, les sessions de projet, je vois pas intervenir à l'école, en fait. Bah, tu allumes un Zoom, on est à plusieurs, on bosse et c'est très bien. Mmh, 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 mmh. Ouais. Enfin, pour ça, je vois pas l'intérêt du présentiel, clairement. Surtout s'il y a pas de prof. Ou au pire, le prof, bah, tu l'appelles vite fait, tu le contactes, Ouais. c'est très bien aussi, quoi. Alors, Faucheuse de Sémor qui dit: «La crise a accéléré la transition vers le numérique. Pas dit qu'on revienne en arrière aussitôt, même si les gens veulent revenir à du 100% présentiel.» Ouais, non, à mon avis, non. Parce qu'en plus, ça permet de faire des économies. Mmh. Parce que, fondamentalement, tu pourras, enfin, là, je vois d'un point de vue professeur, hein, tu pourras demander à bon, bah, pourquoi tu te déplaces pas, donc tu as pas besoin d'être payé aussi cher, tu vois? Mmh mh. Donc je pense que ça va entraîner, là-dessus, un requestionnement du paiement des professeurs dans le privé. Hem Ouais. Et puis ouais, puis non, à mon avis, oui, c'est surtout que moi, ça m'a fait rire quand j'avais les étudiants en présentiel. C'était les premiers à râler parce qu'ils voulaient de nouveau du en ligne, parce qu'ils s'entendaient pas entre eux. Donc ils voulaient pas se voir, en fait. Voilà, mais l'être humain, il est jamais satisfait parce que l'ambiance est hyper anxiogène, elle est très compliquée à gérer. Donc dans tous les cas, voilà, c'est pour ça qu'un Ouais. juste milieu sera peut-être plus pertinent. De voir un peu les gens, mais pas trop parce Mmh qu'on mh. fatigue aussi et puis, voilà.
Et puis Et même, puis il y a ça, des ça ouais, permettrait peut-être aussi d'avoir des cours qu'on aurait peut-être pas pu avoir aussi à cause de la distance. Ou des ouais, intervenants, tu vois, qu'on n'aurait jamais pu. Là, c'est bon, ils sont opérationnels. Si un jour ils veulent nous refaire des cours en ligne, ils pourront totalement déployer le truc. Et ça, c'est plutôt cool. mmh mh, Même carrément. laisser le choix, peut-être que aussi. Je sais pas. J'imagine des trucs. Mais non, mais il faut questionner le modèle, c'est toujours intéressant de le questionner. Moi, je me rappelle quand j'ai sorti, la plateforme, du Bonarda et en plus, je l'ai sorti en plein confinement le truc, enfin non, juste avant le confinement et c'est vrai que c'est parce que j'étais partie d'une problématique où, bah, tout ce qui est en présentiel, tu peux pas toujours y avoir accès. Hem, enfin les cours que j'ai faits, bon, ils s'adressent à un public, très large, hein. C'est pas forcément des étudiants, ça peut être aussi des personnes qui sont, par exemple, à la retraite. Mais l'idée, c'était de me dire, bah, moi, par exemple, quand il y a des cours qui sont faits, bah, par je ne sais quel musée parisien et tout, mais c'est des cours du soir, mais je peux pas, enfin, j'habite pas à Paris, enfin, parfois, il y a plus de RER, enfin, moi, je prends le RER A. Au bout d'un moment, voilà, ceux qui connaissent le RER A, il y a des travaux et au bout d'un moment, tu as plus de RER le soir. Donc je me dis: «Bah, tiens, mon objectif, c'est de dire: «Bah, tiens, je ferais bien, bah, tous les cours que je fais depuis 10 ans, que autant les mettre à profit, mais de manière non présentielle, de manière, bah, enfin, de manière numérique, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette plateforme de courses, que je me dis: «Tiens, l'enseignement, il manque un truc en ligne, là». Enfin, ça manque de quelque chose, de distanciel, si on peut dire ça comme ça. Sans oublier, bah, les personnes qui ont pas accès à tout ça, les personnes qui sont, qui sont en mobilité réduite ou autres, enfin, ou les personnes qui habitent en province et qui peuvent pas venir, à Paris, tous les 4 matins, enfin, il y a un public, qui, je pense, est demandeur de tout ça, quoi. C'est pour ça que je demandais aussi par rapport à Léo, quel public? Parce que je me doutais que c'était un public qui allait pas forcément au musée, qui était un petit peu déconnecté de tout ça. Ouais. Il y a Faucheuse de Semur qui dit: «En effet, le monde ne tourne pas autour de Paris et tout le monde ne veut ou peut pas monter à Paris non plus». Ouais, je suis d'accord Bien là-dessus. sûr, Je me suis éloignée le plus rapidement possible de Paris personnellement parce que j'ai vraiment du mal et je pense qu'il faut disperser aussi les compétences. Moi, je me bien vois sûr. pas Ah oui, non, travailler à Paris, je me vois travailler tout sauf à Paris parce qu'il y a déjà tellement de choses, il y a tellement de bons professionnels. Moi, j'ai envie de travailler hors de ça, enfin, de donner un peu de mon énergie ailleurs, quoi. Donc, ouais, le cadre de vie, hein. le cadre de vie Si aussi, carrément. Après, il y en a qui aiment la c'est vie parisienne aussi, hein, mais Ah oui, complètement. Mais voilà, moi, j'ai besoin de forêt, voilà. Et puis, au bout d'un moment, bah, les loyers parisiens, tu dis: «Non mais ça va quoi, au bout d'un moment, tout ça pour un placard à balai? Non mais ça va». ouais. Voilà, Ah ouais, choix donc c'est rare pour la com, d'aller enfin en province, j'ai horreur de ce mot, mais de pas aller à Paris. Bah non, mmh, après je pense que ça dépend du contexte aussi. Moi j'ai vécu beaucoup à la campagne, dans une grande maison, avec un grand jardin, un tout petit village, donc j'apprécie tout pareil. ça. Donc Paris, j'y ai vécu 1 an pour une année d'études et j'y retournerai pas, quoi. J'y vais juste pour les musées et je préfère y Mmh. aller en tant que touriste que vraiment d'y vivre. Mais c'est très personnel. Tout pareil. Là-dessus, pareil, je viens de Picardie, il y avait des champs autour de ma maison, des forêts, Ouais. bon voilà. Il me faut de la nature, sinon je craque, c'est pas possible, je peux pas, voilà. J'ai vécu 2 ans à Paris Mm. et c'est surtout que l'époque où j'ai vécu à Paris, c'est l'époque où j'ai fait le moins de musées, au final. Ah bah moi aussi je crois bien. Voilà. Je crois bien C'est que j'en tu ai dis: «Oh fait aucun. demain». Tu dis: «Bah, j'irai demain» et puis tu y vas pas. Mm. Voilà et c'est quand tu habites loin que tu dis: «Ah bah tiens, j'irai bien à Paris faire, quelques musées». Ouais, et puis t'as le Voilà, côté, enfin, du coup, tu vois positivement Paris, quoi. Parce que quand tu y vis, vraiment, tu oui, vois un peu tous les côtés négatifs. négatif. Que quand tu vas enfin, en tourisme, quand tu vas pour un week-end, juste pour les musées, bah, tu passes juste dans le musée et puis tu vois que le musée, t'as pas tout, les rues sales, les trucs. Le métro tout le temps. Enfin, voilà. Enfin, après, voilà, c'est un choix. Je peux parler de France périurbaine aussi. Ouais, non, faut appeler les villes par leur nom. Moi, j'aime bien Orléans. Je trouve qu'Orléans, c'est super sympa. C'est pas trop grand, c'est pas trop Ouais, petit. désolée. Ça me correspond bien. Il y a de la culture quand même, donc Mmh. ça me va Bien très sûr. bien.
Mais Paris est très beau en moto. Je sais pas. La voiture à Paris. Moi, j'ai fait de la conduite accompagnée à Paris. Voilà, je me suis fait insulter. Enfin, tu vois, donc non. Non, non, je sais pas. Peut-être que ouais, Paris à moto, c'est beau. Je sais pas. Je suis pas convaincue. Mmh. J'avoue, ça doit être cool, Paris à moto. Ouais. Je suis pas très moto non plus. Moi, je suis pied, je suis à pied. J'adore être à pied. Aussi. À Je pied suis une aussi. randonneuse dans l'âme. Tu te le dis, je me suis perdue là-bas. Ah, tu t'es perdue dans Paris. Ouais, bah s'il n'y a pas de circulation, pourquoi pas? Ça doit être joli en moto, mais j'ai suivi la Seine. Ouais. Ah ouais, je veux bien te croire. Après, c'est peut-être plus facile de circuler en moto. Mais bon, Oui. faut être un peu casse-cou. Mmh. J'ai suivi la Seine et trouvé la Bastille. Donc bon, voilà. J'ai une petite question un peu ouverture. J'aime bien un peu conclure ou terminer par des questions d'ouverture. C'est un peu le côté, mon côté classique, Mmh. mon côté prépa, troisième partie. Est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce que voilà, que ce soit sur Twitch ou que ce soit côté plus professionnel, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéresseraient de tester, que tu vas mettre en place ou pas forcément, juste des projections? Qu'est-ce qui t'intéresse? Hem, J'aimerais bien développer la chaîne Twitch. Mm. Enfin, j'aimerais bien, heu, streamer plus régulièrement. Enfin plus régulièrement, plus souvent, parce que je pense que je fais, c'est déjà régulier. Mm. Mais j'avoue, je me verrais bien vraiment, par exemple, ouais, tous les aprèm, enfin quasiment tous les jours, je me verrais bien, avec des personnes, parler d'art, de manière complètement enfin très naturelle, très, enfin donner envie aux gens d'apprendre des trucs. Ça, bah, continuer mon activité, enfin mon agence web, sauf que, ce que je voudrais, c'est de la développer encore plus. C'est-à-dire que là, cette année, avec mon associé, on a fait le pari de notamment de recruter 2 personnes en alternance. Si tout va bien et normalement, voilà, on croise les doigts, voilà, on prie Ganesha tous les jours, mais l'idée, c'est de les recruter et si elles souhaitent aussi, bah, voilà, continuer l'aventure avec nous, pour vraiment continuer à se développer au fur et à mesure. Donc j'aimerais bien, voilà, continuer, à me développer parce que en fait, quand tu diriges une entreprise, donc au début, tu fais un peu tout. Enfin, c'est normal, tu voilà, par exemple, la plateforme Au Bonheur des Arts, le début, j'ai tout fait, voilà, enfin, sauf le développement du site, hein, c'est mon associé qui l'a fait. Mais tout ce qui est vidéo, tournage et tout, enfin voilà, on était, enfin l'écriture des scénarios, voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, enfin, sauf le tournage, mon associé m'a aidé parce que c'est pas simple, la gestion de la caméra. Mais voilà, l'idée, c'était de dire: «Bah, au bout d'un moment, faut plus faire, parce que tu peux plus, en fait. Si tu veux que Mm. ton entreprise se développe, il faut que tu travailles, bah, sur ton entreprise et que tu ne travailles pas dans ton entreprise. Donc, il faut que tu sortes vraiment de ce rôle de «je travaille dedans» Mhm. pour travailler dessus. Enfin, bah, tu Mhm. travailles sur. Et bah, l'idée, c'est de développer, bah, tout ce qui est, prospection, développement, que ce soit à échelle locale, nationale. Donc voilà, l'idée, moi, c'est de me développer aussi, de développer mon entreprise, de faire concrètement moins en moins, sauf les petits formats sur YouTube que j'aime bien et encore ça, c'est quelque chose que, enfin le montage de ces choses-là, c'est Bérénice, mon apprentie, qui s'en charge parce qu'elle a un œil, elle a un truc. Moi je voilà, que j'ai pas que j'ai pas, mais j'ai pas une formation d'infographiste, donc il y a des choses que bon, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne plus faire pour vraiment m'intéresser au développement de la structure. Donc bah, en recrutant plus de personnes, en faisant appel à, je sais pas, des historiens de l'art, en faisant appel à voilà, à tous ces métiers bah, qui pourront, créer du contenu au sein de mon entreprise. Donc voilà, continuer à faire ça et beh, mais à côté d'avoir cette chaîne Twitch qui me permettra de communiquer avec les gens, d'échanger, de faire mon boulot d'historienne de l'art, mais autrement, en fait. C'est, enfin,
de faire l'autre partie de mon boulot d'historienne de l'art parce que la plateforme du bonheur des arts, c'est de voilà, c'est du travail d'historien de l'art. Donc voilà, donc avoir cette partie-là, vraiment qui me puis après on verra, hein, ça se trouve, je imaginons, parce que bon, ça c'est ce que je projette, après on sait pas du tout comment les choses vont évoluer, mais ça se trouve, peut-être que c'est la chaîne Twitch qui marchera, très bien, elle marchera, imaginons que, bah, elle me permette de vivre, bon, bah, ouais, je me poserai la question de, bah, d'être à fond là-dessus parce que visiblement c'est qu'il y aura de la demande, il y aura un besoin et bah, si je peux répandre la culture comme ça, bah, je le ferai, à temps plein dessus, quoi. Donc c'est ça que je vise, ouais, pour l'avenir, mais ouais, moins travailler dedans, moins Mmh. moins l'aspect je fais Ouais, mais plus l'aspect, je prospecte, je ouais. développe et je travaille, dessus, quoi. Mmh Enfin voilà, mh. comment on Ouais, un peu sortir, prendre de la hauteur pour développer, ouais, mmh, OK. et puis tu Et plus le temps après. ouais, et sur Twitch, c'est, continuer en gros à faire, ce que tu aimes, ce que tu as envie. Innover un peu aussi parce que j'ai l'impression que tu as envie de faire des nouveaux formats, enfin des choses un peu différentes et ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Bah, Twitch, c'est un outil, je trouve génial pour, tester plein de choses. Mmh. Hem, Mmh mh. enfin, ouais, il y a et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aimerais bien, même, quitte à faire un petit peu aussi m'essayer à l'exercice un peu de la revue de presse, mais je sais pas encore sous quel format, peut-être quelque chose de plus en réflexion avec la société, parler d'artketing, enfin, ouais, je sais pas encore, mais oui, il y a plein, plein de choses que j'ai envie de tester et je trouve que Twitch, c'est un outil génial pour tester ces choses-là, en fait. Ouais. Parce que justement, les gens, ils sont là parce qu'ils veulent être là et on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas, quoi, avec, il y a cet aspect très naturel, très Mmh enfin et mh. c'est très réceptif tout de suite, quoi. Tu sens: «Ah ouais, non, ça marche pas», enfin, même si j'ai pas énormément de voilà, j'ai pas la la commu de Samuel Etienne, j'en suis super loin, mais Je sais pas si ce serait un bien d'avoir une communauté. Moi, quand je vois les chats bah, qui défilent avec 15 000 trucs, tu perds un ouais, peu j'avoue. l'aspect relationnel, mais Oui, bon, non, ça oui, c'est ça par contre, différent. Je pense effectivement. que c'est différent aussi, Ouais, 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 ça, c'est vrai que tu arrives même plus à lire le truc, tu fais: des «C'est gens plus qui du sont tout en mode lisible». lent. Mais oui, voilà, c'est ouais, non, mais là, c'est un très gros exemple, là, pour montrer Oui, oui. le voilà, c'est un très, très, très gros streamer, Mmh que ça mh. peut voilà, il y en a d'autres, pareil MV, quand tu regardes son chat, tu fais: bah, ouais, c'est compliqué à lire. Ouais, Donc ouais, si, si, autre il y a chose de des idées, j'ai envie Seymour de ouais. qui dit, juste je coupe 2 secondes: «C'est pour ça qu'on a inventé le slow mode». Oui, oui, mais des fois ça suffit pas, des fois ça va Des fois, ça quand suffit même trop pas, ouais, vite. c'est bien d'ac ça, j'aimerais bien de développer aussi des choses avec les musées, enfin, Mmh. là-dessus, je me dis: «Je suis historienne de l'art, j'ai un Mmh. diplôme, j'ai un doctorat», donc Mmh voilà, mh. je là-dessus, je suis tout à fait, en mesure de Mmh. savoir comment transmettre un propos et c'est ça qui m'amuse aussi, c'est comment, savoir quel propos est utile. Comment retranscrire quelque chose et quel est l'intérêt de le faire? Et ça, c'est complexe parce que je l'avais vu avec notamment le jeu du musée des arts décoratifs où il y Mmh avait mh. des informations, des connaissances où tu dis: «Ouais, c'est bien et». Enfin, voilà et il manquait selon moi ce rôle de passeur de savoir, enfin de transmission et c'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse de plus en plus. C'est comment, se dire: «Bah, voilà, comment transmettre, le» enfin, j'aime bien je me dis: «Tiens, j'aimerais bien être une sorte de Jamie Twitch», quoi, tu vois? Enfin, Mmh. Jamie, c'est quelqu'un qui enfin, C'est pas sorcier globalement, ça a été l'émission que je regardais tout le temps quand j'étais gosse et je me dis: «J'ai envie de les remercier en faisant plus ou moins la même chose, mais avec mes connaissances en histoire de l'art et c'est aussi pour ça, ouais, je me dis: «Tiens, j'aimerais bien faire des choses avec les musées aussi» parce que, bah, il faut qu'il y ait plus de gens dans les musées. Enfin, ça doit être accessible, à tout le monde pour de vrai, en fait. Donc si je peux motiver des gens à aller en musée, mais je suis heureuse, en fait et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette plateforme de cours en ligne. C'est je me dis: «Bah, tiens, les gens qui vont au musée, ils disent: "Ah bah, tiens, ouais, mais je suis devant un tableau et je fais quoi?"» Mmh. Bah, voilà. Et c'est Ouais. ça, c'est en gros, faciliter, l'envie de se sentir bien face à une œuvre et de dire: «Ah bah tiens, j'ai appris ça, c'est cool, bah tiens, ça correspond à ça», voilà. C'est vraiment travailler sur cette notion de bien-être et de culture générale qui m'intéresse. Ouais, bah, c'est sûr que oui.
Twitch et même les réseaux sociaux en général, pour moi aussi, c'est des lieux d'expérimentation, en fait. C'est vraiment des lieux où j'essaie de tester des choses et ouais. Et je pense que ouais, il y a des belles choses à faire, par rapport à ce que tu dis et dans le domaine des musées, il y a tellement de choses à balayer comme, images, je pense. Mmh. Donc ouais, il y a plein de choses à créer. Enfin, moi, c'est ce qui me passionne dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai fait de la communication, que j'ai fait un peu de médiation et que je m'intéresse beaucoup au digital. C'est Mmh. qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à créer et je pense que ouais, Twitch peut être un endroit où Mmh. on peut faire des choses sympas. Après, voilà, le format, quoi. Faut trouver le bon Mmh. format, les bonnes personnes pour l'incarner aussi. Mmh. Mais ouais. Moi, ce serait plus comment donner envie. Vraiment, parce que je pense que si on arrive à transmettre cette envie, enfin, ce qui nous motive, ce qui nous intéresse, si on arrive à le transmettre, je pense que ça peut faire bouger un peu les choses. Comment on donne envie, comment Ouais. ouais, on partage notre énergie. Hein. Plus là-dessus, moi, que je travaillerais. Alors, je prends un petit peu le chat. Mmh. Ouais, mais les Samuel et Mister Envy sont hors compète aussi. Ils ne peuvent plus communiquer directement avec leur commu. Leur métier a changé avec le temps. Ouais, bah oui, c'est différent. Hein. Eux, c'est du pur entertainment, hein. Il y a même plus de communication avec leur communauté, c'est très compliqué. C'est même plus possible, en fait. Mm. Ouais, oui, ça change complètement en fait. Ils pourraient ne plus avoir le chat. Quoique, je pense qu'il y a des modérateurs qui filent peut-être. Je sais pas du tout comment ils travaillent quand il y a des chats comme ça qui vont aussi vite. Ah si, si, ils ont une équipe de modérateurs, hein. Ça, Ouais, si, si, mais c'est qui pas leur transmettent les remarques pertinentes, comment, tu vois, comment le chat et voilà, c'est des questions que je me pose. je pense pas et puis en plus, je pen quand ils sont dans le jeu, ils sont voilà, il y a Ouais. enfin si, parfois ils regardent quand même parce qu'ils réagissent, Mm. enfin je pense notamment à Hervé quand il joue, parfois il dit: «Ah mais arrêtez de me» voilà, il y a quand même, mais ça devient compliqué et effectivement, c'est leur métier évolue. Ils sont vraiment, Mm, mm. dans l'entertainment, pur et dur pour moi. Remaker qui dit on a besoin de vulgarisateurs. Franchement, quand tu vas au musée, c'est compliqué parfois. Oui. Oui et puis les musées font exprès, d'être très, enfin il y a de moins en moins d'informations dans les musées parce que le but, c'est aussi de gagner de l'argent, donc c'est de faire appel aux guides ou d'utiliser les audioguides, d'acheter Mm. les livres, les sites, enfin voilà, ils sont comme toute entreprise, ils ont besoin de sous et c'est aussi pour ça qu'il y a de moins en moins d'informations accessibles dans les musées et c'est encore une fois, Mm. c'est aussi pour ça qu'ils veulent faire cette plateforme de cours en ligne. C'est parce que, bah, quand je vais en musée avec, mes clients, je vois que dans la salle, mais il y a c'est à peine s'il y a des cartels, je dis: «Mais c'est pas vrai, enfin, c'est pour elle est où la question de l'accessibilité de la culture là?» Mm. C'est ouais, bah, va payer un audioguide, à 10 balles. Bah, ouais, mais Mm. tu imagines une famille avec 4 gosses, bah, bah, c'est compliqué, c'est Ouais, j'avais pas compliqué. vu comme ça, sous cet angle un peu financier du pourquoi il y a si peu de contenu dans les salles, mais ouais, c'est vrai que ça peut paraître Ah bah, je suis logique. Ouais, sûre que c'est c'est pour ça. ça. Hein. C'est une question d'intérêt, enfin, ça devient un investissement, en fait, hein, toutes ces choses-là, ça devient, il faut que ce soit rentable. La culture, voilà, la culture est rentrée dans une dynamique où elle doit être, ouais, elle doit être rentable et un musée doit être rentable aujourd'hui, ce qui est dramatique et ce qui est complètement hallucinant, mais voilà, s'ils ont besoin de rentrer d'argent et ça passe par les goodies, par les boutiques et Mm. par les services qui sont, à côté, quoi. Et tous les établissements ou ça dépend du type d'établissement? Ça, c'est toujours enfin, c'est ma grande question et quand j'ai fait mon mémoire, c'est vraiment, je me suis beaucoup C'est questionnée là-dessus. c'est À quel niveau, enfin, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants financièrement? Est-ce qu'il y en a qui mmh. ont vraiment pas besoin de... Est-ce que pour Non, non, certains, ils c'est sont juste un plus? Les billets, les boutiques, les... Ou parce qu'en fait, après ça dépend peut-être des institutions, mais tu as le Mm. budget, que tu peux récupérer, mais qui va être alloué à d'autres budgets, mais tu as des budgets qui rentrent et qui c'est assez libre en fait, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Mais notamment, j'ai travaillé en dans quand je travaillais dans un musée municipal, eux, leur but c'était pas de faire
du chiffre dans le sens de, c'était pas ils regardaient pas la somme qu'ils rentraient, donc en gros, ils s'en foutaient finalement que, il y ait des autant de places gratuites. Eux, ce qui les intéressait, c'était le nombre de visiteurs et le nombre à la rigueur de choses vendues. Parce qu'après, ils pouvaient rentrer dans une dynamique de développement, en fait. Ça Oui. veut dire: «Voilà, regardez, on a besoin de budget parce qu'on a de plus en plus de personnes, donc il faut du budget notamment pour recruter Mmh. des guides». Voilà, c'est dans une dynamique comme ça. Après, tu as aussi, bah, les budgets qui permettent, notamment, bah, de restaurer des œuvres, Oui. qui permettent de, bah, de payer aussi, les gens, d'organiser des expositions, de payer, les conférenciers, qui coûtent une blinde, qui vient, de je ne sais quel pays. Enfin voilà, ça, c'est un sujet très tabou dans le monde, des musées, mais tu as des, musées qui gaspillent, j'utilise le terme de gaspiller, hein, là-dessus, je pense qu'il faut l'assumer, qui ne payent pas notamment les auteurs des, catalogues d'expos, les scientifiques, en fait. Ils préfèrent payer, un qui a un grand nom, qui est réputé, Mmh. ils le font venir, ils le payent lui, mais les autres, ils vont pas les payer. Enfin, voilà, en fait, il y a toujours une question de rééquilibrage des budgets après. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans un cercle qui est devenu vicieux, de rentabilité et là, pour eux, ce qui les intéresse effectivement, bah, c'est, bah, de faire payer. J'ai eu, l'une des missions, qui est aussi très importante pour moi, c'était de faire les textes des audioguides Mmh. du musée du Louvre, là. Donc ces textes-là, il y avait une problématique qui était aussi, déjà, il fallait faire quelque chose de nouveau, de plus, franchement, de plus accessible et ouais, il y avait un gros boulot là-dessus. Ça a été pour ça un boulot vraiment très intéressant, très parce qu'en fait, ils disaient: «Mais non, mais attendez, il y a quelqu'un qui a pas la même culture qu'un autre, donc il faut faire quelque chose de complètement universel» et ça, c'était génial. Ça, en soi, de dire: «Bah, tiens», que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse beaucoup ou quelqu'un qui n'y connaisse rien, qu'en Ouais. gros, ton propos lui apporte quelque chose. Ça, c'était un défi génial. Ouais. Et mais par contre, il y avait aussi derrière une dimension financière, c'est-à-dire que, les audioguides du musée du Louvre, jusque-là, il y avait rien en chinois Mmh. et tu as autour du musée du Louvre, tu avais plein d'audioguides chinois, qui étaient vendus un petit peu ou alors, les agences de voyage qui enfin voilà, en général quand les Chinois lorsqu'ils viennent, en France, donc quand c'est quand ils viennent en groupe, en général, il y a toute une structure qui les accompagne, on leur fournit des audioguides, des bus et cetera. C'est quelque chose de très construit et bah, les audioguides du Louvre, bah, ils en pâtissaient parce qu'il y avait pas d'audioguide pour les Chinois. Du coup, eux, ils prenaient des audioguides, qui étaient faits, bah, on ne sait pas trop comment, mais Mmh. qu'ils payaient et du coup, bah, c'était de l'argent qu'ils perdaient. Mmh. Ouais. Donc i rien que pour ça, là, les nouveaux audioguides, l'idée, c'était aussi de les traduire en chinois Mmh. pour que ce soit vraiment, qu'ils se disent: «Bon, voilà, vous avez le choix. Là, au moins, vous êtes sûrs que ce sont les équipes du Louvre, hem, qui ont fait la chose, quoi». C'est ça, puis en plus, en général, quand ils achetaient l'audioguide, ils achetaient une place, pour le musée, enfin, ils perdaient en double là-dessus, hein, parce qu'il y avait aussi des places mais c'était des places, on sait pas trop comment ils avaient voilà, c'était un peu bizarre, cette histoire. Donc il y a aussi une dimension financière qui est pas négligeable, hein. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'ai du mal à me rendre compte à quel niveau et si c'est vraiment pour tous les établissements, mais je pense que c'est vraiment aussi, dépendant de chaque établissement parce qu'on voit que, bah, il y a pas forcément toujours de logique, marketing ou de personnes, dans ce domaine-là aussi. Donc c'est assez compliqué. Après là, Après, il le y a Covid, ça leur a mis une claque dans la tête, hein, justement. Parce que là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient négligé pendant trop longtemps le tourisme local, mmh, le public local oui. et ils se sont dit: «Ah bah tiens, nous on s'était cassé la tête à essayer de faire venir absolument, le public, notamment asiatique», là-dessus encore une fois, le public américain qui est une Mmh très mh. grand consommateur de musées. Bah, quand il y a eu le Covid, bah, il y a plus personne dans les musées parce qu'ils se sont pas du tout intéressés bah, ouais, Ouais, aux à l'aspect locaux, national, voilà mmh. et là, ils se sont dit: «Ah bah tiens, ce serait pas mal qu'on réfléchisse à ça, à faire revenir les gens au musée». Ah bah oui. Bon après en Ouais. plus ils ont été fermés, ensuite donc voilà. Mais là au moins là ça va être une stratégie, marketing, comment c'était tu avais je sais plus le nom, mais en gros tu sais quand quelque chose est inaccessible, bah, le marketing de l'inaccessible quoi. Mmh mh. Là les musées ils rouvrent, je suis sûre que ça va être blindé, les résas vont être blindés. Alors qu'habituellement les gens ils auraient pas, réservé comme des fous. Et là à mon avis pendant au moins un mois les musées vont se faire plaisir, hein. Ouais, moi j'ai pas encore réservé,
pour les musées. J'ai réservé pour du théâtre, mais pas les musées encore. Non, bah, en plus, les salles sont à moitié fermées, enfin, c'est Ouais, j'ai vu ça un peu sur Twitter, mais mmh. j'attendrai qu'il y ait un peu moins de monde personnellement. Oui, ouais, ouais, je pensais, pareil et d'être vaccinée pour ma part. Ouais. Bon. Moi, c'est pas pour tout de suite, je pense. J'ai de la marge encore. Je suis même pas sûre d'être vaccinée avant l'été, nous les plus jeunes et en bonne santé. Mais bon. Je crois qu'à part je sais plus à quel moment, mais ça va être ouvert à toute personne de plus de 18 ans, je sais plus si c'est courant juin peut-être. C'est peut-être courant juin, je sais plus. Ouais. Faudra avoir un petit créneau après, ça va être sympa de courir après Donc ouais, ça aussi. Mais bon. Mmh. et ouais. Et autre question, d'ouverture, du coup, quel conseil tu donnerais à, bah, ceux qui font, des études d'histoire de l'art ou qui font des études dans la culture, heu, pour se lancer dans le monde du travail? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aurais aimé savoir, tu aimerais transmettre? Hem, des choses q il y a quelque chose que j'ai compris, mais avec beaucoup de temps et on me l'a martelé aussi, hein, dire que, hem, l la pour moi, il y a 2 choses extrêmement importantes, quand on voilà, qu'on songe après à aller dans le Mmh. voilà, qu'on veut aller dans le monde du travail. C'est l'importance du réseau. Ça, ça je l'ai compris, tardivement, mais je l'ai quand même travaillé au fur et à mesure. Il faut vraiment se construire un réseau parce Mmh. que, je connais pas encore, je me rappelle plus les chiffres, actuels, mais il y a 10 ans, il y avait 70 du marché qui était caché. Donc bon, voilà. Ça en dit long. Bah, rien que là, quand j'évoquais les 2 postes que j'ai failli avoir, à la fin de mon master, c'est parce que je connaissais des personnes qu'il fallait. Mmh. En gros, vraiment de développer le réseau, que ce soit, via, LinkedIn, hem, très, 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 très efficace. Enfin, ma mission avec le musée du Louvre, c'est via LinkedIn que je l'ai eu, hein. Voilà. C'est pas là, pour le coup, c'est pas parce que je connaissais quelqu'un, mais c'est parce que j'étais très active sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Ça vraiment, mais ouais, de travailler les réseaux, que ce soit les réseaux au sein des écoles, le réseau plus enfin, en gros, tout peut être un réseau. C'est-à-dire que si vous faites partie d'un club un club de sport, ça c'est du réseau, la famille, c'est du Mmh. réseau, dans les différents postes, les stages et cetera, c'est du réseau. Donc il faut les cultiver, il faut pas les négliger, et de penser à demander, voilà, bah, tiens, voilà, je cherche une mission. Si tu entends parler de quelqu'un qui, recherche, je sais pas, un attaché de conservation, tu me dis, voilà. Enfin de pas négliger cet aspect-là. Vraiment le réseau, le réseau, le réseau, et l'autre aspect, c'est vraiment le terrain. C'est-à-dire si j'ai pu avoir une telle connaissance du monde du travail, c'est parce que je bosse depuis que j'ai 18 ans et pas forcément que dans la culture. J'ai bossé dans différents milieux et de connaître le milieu professionnel, ça t'apporte une culture d'entreprise. Faut pas oublier que quand tu passes un recrutement, la personne en face de toi, elle essaie de voir si elle pourra travailler avec toi. Donc est-ce que, en gros, tu vas être casse-pied à former parce que tu connais rien au monde, de l'entreprise, que tu connais pas les codes de l'entreprise, que tu connais pas le langage de l'entreprise, enfin, c'est peut-être chiant, mais c'est comme ça malheureusement. Ça, mais en tout cas, ouais, d'expérimenter parce qu'il y a des métiers, je me suis rendu compte, je me dis: «Non, mais ça, je veux pas faire. C'est mort, ça m'intéresse pas du tout». Enfin voilà, j'ai vu que je voulais pas travailler, dans la fonction publique, que je voulais certainement pas travailler en start-up. Enfin, c'est en expérimentant qu'on fait les choses, même si c'est en format, stage ou autre, même si voilà, c'est galère, les stages, surtout quand c'est pas payé, ou très, 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 très mal, mais ouais, d'expérimenter au maximum pour se dire, «Non, mais ça, j'en veux pas, en fait». L'idée, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on veut absolument faire, c'est mais au moins d'avoir, l'idée de qu'est-ce qu'on veut pas. Qu'est-ce que pour se respecter soi, pour dire: «Non, ça correspond pas à mes valeurs», enfin voilà, de faire les choses, d'expérimenter. Ouais, c'est vraiment, ça, c'est les 2 choses, qui me semblent extrêmement, importantes, quoi. Ouais, donc Là-dessus. d'expérimenter même dans les choses, qui nous plaisent pas du coup pour en être, sûr aussi? Pas forcément? Non, non, parce qu'il y a des choses
Ou alors pas expérimen si vraiment il y a tu dis: «Ouais, mais ça, je pense que j'aimerais pas», Mmh. mais tu as un petit doute, à la rigueur, ce serait peut-être d'interviewer des personnes, qui travaillent dans ce secteur-là ou dire: «Bah, tiens, ou alors est-ce que je peux, je sais pas, venir une journée voir c'est quoi Mmh. votre boulot, en fait?» À la rigueur ça, ou alors faire un je sais pas, imaginons un stage d'un mois, au moins là, si tu es sûr. Moi, à chaque fois, c'était des choses où je me dis: «Tiens, la mission m'intéresse vachement». Ou alors, des choses un peu par, «Bah, tiens, vas-y, essaye, en gros, je pense que ça pourrait te plaire». OK. Mmh. Enfin, mais des choses où j'avais vraiment une aversion, non, non, en général, bah, ou alors c'est parce que j'ai besoin de bouffer, hein, là, mais j'ai pas souvenir comme ça de métier vraiment, enfin, ça me dit rien. Mais Ouais. en tout cas, oui, mais voilà, s'il y a un doute, à la rigueur de demander, à un professionnel, «Ah, Mmh est-ce que vous mh. pouvez me raconter?» Ouais, voilà. C'est quoi vos missions, en fait? Parce qu'en plus, les il faut pas les missions évoluent, hein. Enfin, le conservateur, entre le début de mes études et à la fin de mes études, le métier avait changé complètement. On est passé de celui qui étudie les œuvres, «Ah bah, non, c'est un manager». Mmh. C'est Ouais, plus le ouais, même ouais. boulot, hein. Parce que souvent on se projette, des choses aussi qu'on n'a pas testées et on est déçu ou alors bon ça tombe bien mais Mmh, ouais tant qu'on n'a pas testé c'est sûr qu'on peut pas trop savoir. Après, on se doute. Tu mmh. vois, moi j'ai jamais eu l'occasion d'exercer dans la com culturelle, mais je sais que c'est 2 trucs, alors j'adore la com, j'adore la culture, il y a pas de raison. Il y a pas de raison, mais peut-être que je serais déçue en y travaillant, parce que c'était pas ce que j'avais imaginé ou quoi, mais ouais. Après, je Après, trouve que les hein? ça dépendra aussi de la Ouais, structure, c'est ce que j'allais dire. de l'équipe. Mmh. Il y a énormément de paradigmes à prendre en compte, enfin de paramètres, pardon. Paradigmes, de paramètres à prendre en compte, ouais. Ouais, 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 ça dépend des équipes et puis ouais. Mais c'est pas facile, hein, de savoir où on veut aller, mais je pense que ouais, le test et puis avancer, puis accepter parfois qu'on s'est trompé. Voilà, c'est pas grave, hein. Oui. Ah oui, oui, mais complètement, enfin, quelque chose devient un échec parce que tu as pas su, comment l'analyser, tu as pas su en tirer une leçon. Mmh. Sinon, bah, on fait tous des petites erreurs dans la vie, hein, ça veut pas dire que c'est fini. Non, bah, non, non, par contre, oui, l'autre truc que ça, c'est un truc que je savais aussi, mais que je trouve intéressant, c'est-à-dire que si, voilà, si dans votre CV, il y a quelque chose où vous vous dites: «Ah mais ouais, mais c'est pas cohérent, machin, ça va pas», ou alors vous êtes parti X années, à l'étranger, ouais, «Ah mais on va penser que voilà», ou alors, en fait, le plus important, heu, c'est comment vous l'assumez, en fait. C'est, bah, OK, tu pas travaillé dans je sais pas, imaginons, voilà, tu pas bossé dans la culture, mais tout d'un coup, tu veux un poste dans la culture, bah, de justifier, d'une certaine manière, quoi, et de dire: «Bah, regarde ce que tu fais sur Twitch, bah, c'est déjà de la com culturelle, en fait». C'est de vraiment les gens en face, ils ont juste besoin d'être convaincus, qu'en gros, vous êtes pas en mode: voilà, tout simplement dire: «Bah, tiens, en gros, il est pas sûr de ce qu'il a fait», alors que Ouais. quelqu'un qui est sûr Mmh mh. de plus ou moins de ses choix, Mmh. même si c'est pas toujours simple, Mmh. voilà, de bien présenter les choses dans ce sens-là, quoi. Puis il y a toujours de la cohérence. Quand on regarde un peu en arrière, on trouve toujours quelque chose. Enfin, on fait les choses pour des raisons et Mmh, ça fait tout toujours à fait. sens. Ça et puis, par exemple, moi je sais que l'une des choses qui m'a beaucoup plu, notamment dans le CV de l'apprentie que j'ai recrutée, c'est qu'elle avait voyagé et ça me parle parce que déjà moi, parce que, j'ai voyagé, mais surtout parce que je sais qu'est-ce que ça t'apporte de voyager. Ça t'apporte une ouverture sur le monde, une curiosité, ça t'apporte énormément de choses donc c'est pour ça que voilà, il faut pas cacher ses diplômes, il faut pas cacher, bah, si par exemple tu es parti 1 an faire serveur à Londres, bah, c'est génial. Ouais, C'est juste bien expliquer les choses. ouais, bien présenté et ouais, avoir le recul pour aussi comprendre ce que ça t'a apporté, quoi. C'était pas juste, Mmh. un voyage. Ouais. Et puis même si, même juste un voyage, ça pourrait être, bah, voilà, j'avais envie de découvrir le monde, une autre culture, Ouais, ouais, tout se clairement, juste clairement. Puis il y a une question de Shadi3. Comment la culture a vécu cette crise selon vous? Adaptation, nouveaux contenus, etc. C'est une grosse question, hein. ouais, c'est une, mais c'est une question géniale, c'est une question, bah, qu'on se pose tous en plus, je pense.
Hem, Encore une fois, je pense que là, d'un point de vue institutionnel ou enfin, d'un point de vue institutionnel, voilà et je pense qu'ils se sont retrouvés face à un mur. Ils se sont dit: «Ah bah tiens mince, il y a une crise voilà, encore pire avec la fermeture». Là, je pense que autant déjà le fait que le public étranger ne pouvait plus venir en France, déjà ça les a un petit peu mais le la fermeture des espaces, ça les a pour la plupart complètement tétanisés et c'est logique parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas du tout travaillé cet aspect numérique des choses. Certains ont très bien su rebondir, ils ont su faire des choses, des podcasts, essayer de retrouver un lien avec, les gens. Hem Et c'est aussi pour ça qu'au début, le premier confinement, on a eu une vague incroyable de contenu gratuit Mmh. culturel. D'ailleurs, moi, par rapport à ma plateforme, ça a été un petit peu, je me dis: «Ah mince, bon, bah, la plateforme là, ça a pas fonctionné du coup, parce qu'il y a tout qui est gratuit en ce moment, c'est mort». Donc il y a tellement d'offres, que voilà. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que, donner trop d'offres, ça servait à rien dans le sens où ce que les gens voulaient, c'était vraiment un lien. Parce qu'on est tout seul face à l'écran, on est tout seul et de recréer vraiment enfin, de remettre en place des dispositifs qui nous permettent de parler. C'est pour ça que là, ton précédent invité, Léo, je trouve ça génial, enfin, ce qu'ils ont fait, que le Ouais. muséum d'Angers c'était d'Angers, c'est ça? Hem, qu'ils ouais, Oui, qu'ils oui. aient mis en place ça pour recréer un contact avec les gens. Oui, il y a eu de très, très belles choses faites comme ça. Après maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça va, est-ce qu'ils vont tomber dans le piège de maintenant c'est réouvert, donc c'est open bar, on s'en fout du numérique? J'espère pas, parce qu'ils vont se rendre compte que, bah, potentiellement ça peut retomber malheureusement ou d'autres crises dans ce genre-là. Donc là, ouais, pour eux, ils ont tendance à enfin, j'espère qu'ils vont accélérer leur, transition numérique, hein, parce qu'il y a besoin. Il y a un très, très grand besoin. Ouais. Ouais, après, c'est toujours les mêmes petits points, pas négatifs, mais bloquants, c'est, le budget, les ressources humaines là-dessus, Ouais, parce que ouais, je mais c'est pense qu'il toujours y a la du question monde, du hein. Il y a plein de jeunes qui sont formés à ces métiers-là, de jeunes ou même moins jeunes, enfin, plein de personnes qui, voilà, mais ouais. alors Est-ce il y qu'ils a vont la investir problématique là-dedans, du quoi? Tu vois? voilà, il y a la problématique du budget qui est, très, très complexe, et aussi la problématique de validation par plusieurs services. Ça, c'est long. Oui. C'est très long quand tu travailles dans un musée, Mmh. pour que tu proposes un petit truc, Mmh. faut que tout le musée valide, quoi. Mmh. C'est un frein incroyable. Mais après c'est comme ça, c'est des procédures, mais c'est des procédures que je trouve j'ai l'impression que c'est très français. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas, ça se trouve, c'est partout pareil, mais il y a c'est très dur de proposer des choses aussi dans les musées parce qu'à un bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va peut-être freiner, l'équipe de conservation parce qu'elle, voilà, il Mmh y a des mh. conservateurs qui ont envie de créer du contenu, c'est juste qu'ils oublient que, c'est un métier à part entière de créer du contenu. Mmh. Faut être accessible, enfin, tu peux pas voilà, j'ai déjà vu, pour l'avoir fait avec les textes des audioguides, du musée du Louvre, il y avait certains conservateurs, ils voulaient absolument changer tout le texte et quand ils proposaient un canevas, on se dit: «Non mais c'est pas possible, non, vous vous rendez pas compte là en gros vous en plus vous mettez une claque sociale dans la gueule des gens, vous vous rendez pas compte du truc quoi». C'est pas méchant, c'est juste que c'est un métier à part entière de transmettre, et enfin la médiation culturelle aussi, enfin c'est vraiment, c'est 2 compétences très importantes, pour ça donc j'espère qu'ils vont développer ça. Ils ont compris je pense, mais maintenant est-ce qu'ils vont avoir le budget et est-ce qu'ils auront les possibilités de le faire, Ouais. d'un point de vue administratif? Mmh mh. Ouais. J'espère. J'espère. Ça, c'est dans beaucoup de structures, l'effet, hiérarchique et même que ça doit être validé, même en apprentissage, je le vois aussi, hein, dès qu'on veut proposer quelque chose, on a beau être les professionnels et ceux qui connaissent notre métier, à qui on devrait faire confiance et bah, oui, il faut quand même que ce soit validé, par tout le monde et parfois des gens qui n'ont pas forcément la même culture, heu, Oui. de la proposition, en fait. Donc c'est très difficile et il faut se battre. Faut que les Ouais, personnes au mais putain, numérique et à la communication, parce que souvent ils travaillent un peu, ensemble, voilà, qu'ils aillent au front. Mais ouais, c'est compliqué. C'est c'est très, compliqué. très, très complexe. Mmh. Alors je vois un peu le chat. Heu, merci de votre réponse. C'est vrai que souvent, quand un événement est passé, on abandonne les nouveaux projets pour revenir à la routine. Ouais,
Mais c'est le risque. Là, vraiment le côté en plus les réservations là, je pense qu'ils sont déjà en train un peu de se frotter les mains. Mais ça va fonctionner qu'un temps et je Mmh. sais que de toute manière, c'était déjà quelque chose, enfin là, je pense notamment, au musée du Louvre, c'était déjà quelque chose qu'ils avaient commencé à mettre en place. Ça avait beaucoup râlé. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui a un billet gratuit, il fallait réserver et ça, il y avait vraiment cette dimension: «Non mais putain, mais les gars, je vais pouvoir aller dans le musée si tout d'un coup je passe à côté, j'ai envie d'y aller quoi». Enfin, donc il y a, voilà, enfin, j'espère qu'ils vont vraiment prendre ce là, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. J'espère sincèrement qu'ils vont le prendre parce qu'il y a des choses formidables qui peuvent en découler. Notamment vraiment redonner envie aux gens de venir en musée, de casser les barrières sociales, les barrières culturelles et même les frontières. Enfin ça, voilà, ils peuvent tout à fait imaginer des dispositifs pour Ouais. le public chinois, le Mmh, public, mmh, mmh, mmh. australien, peu importe. Mais voilà, Ouais. c'est pas juste on allume un Zoom, quoi. Derrière, il y a une réflexion, Mmh. c'est un travail d'équipe, avec la médiation et du coup, bah, ça implique aussi, des personnes, qui restent, enfin, parce que les équipes, il y a un turnover assez conséquent parfois dans la médiation, parce qu'il y a pas forcément l'argent. Ouais. C'est toujours une question d'argent. C'est vraiment dramatique. Mmh. Ouais. Non, moi j'y crois au numérique en tout cas et je pense, ouais, faut que pour donner envie, comme tu disais, moi c'est un peu mon mon combat, pardon, donner envie et fidéliser aussi, garder le lien après, un événement, une exposition, ça Et peut il y a des être, musées qui arrivent mmh, il y a des musées il y qui a y des arrivent? musées certains y arrivent très bien à fidéliser, bah, que ce soit, voilà, hors Paris ou dans Paris, il y a des musées qui ont su maintenir un lien fort. Enfin, j'ai l'impression que le musée de Cluny a bien réussi le truc. Mmh. Enfin, il y avait qui d'autre aussi? Le musée de la, tapisserie, mince, je sais plus où c'est. Mais en tout cas, ils ont été très, très, proactifs. Ils ont communiqué sur ce qu'ils faisaient pendant qu'ils étaient fermés aussi, sur les restaurations, enfin, voilà, de créer un lien, de dire: «On vous oublie pas», voilà. Mmh. C'est et c'est pour ça que de toute manière la newsletter du Louvre aussi, c'était, la Joconde qui parlait au public en disant: «Je vous ai manqué». Très malin de leur part, c'est très bien écrit. C'est ça qu'il faut faire. C'est là-dessus, parce que tout le monde a qu'une envie, c'est de la revoir la Joconde et à mon avis, il va y avoir une queue incroyable, une queue de fou. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, on va voir comment ils ont, géré ça. De toute façon, ça passera sur toutes les télévisions. Il y aura forcément des choses là-dessus, mais ouais, ouais. Mmh. On va bien voir, comment tout ça va être pris. Est-ce que ça va vraiment faire évoluer, les choses? J'espère. Je pense. Quand même, ils se sont pris au jeu, donc Ouais. Tiens, apparemment, parce que je vois aussi ton chat là un petit peu là, tu as 2-3, tu vois là l'intérêt de la modération, tu as ouais, ouais, quelques ouais. blagues. Ouais, c'est des petites blagues. C'est rigolo. Donc voilà, Balibalou. Je sais pas si, tu d'autres choses à partager? Moi, je Bah, s'il y a voilà, si tout ce qui est question d'entrepreneuriat dans la culture, ça peut intéresser, bah, les personnes qui sont mmh? là, le 5 juin donc je ferai Mmh. un stream avec, Alix Martet qui, a créé un cabinet, RH dans la culture et le Boussolier, enfin Lise Bangenec du Boussolier qui fait de l'orientation scolaire, et donc on parlera de l'entrepreneuriat dans la culture. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, voilà, ce sera le 5 juin, sur ma chaîne. Voilà. Ouais, j'y avais pensé. Je voulais te le demander en début de chat, quand est-ce que c'était et heu Mmh. et Ouais, ouais. c'est le 5, ouais. OK. Et bah, merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure là. Ça fait un petit moment qu'on discute quand même. Ça fait presque 2 heures et c'était Bah, trop ça cool. Ça me fait plaisir de finir mon dimanche, en discutant avec toi. Enfin, c'est cool. J'aime bien. J'ai toujours le sourire après les interviews, donc bah, oui, de parler c'est à cool. quelqu'un, c'est Ouais et de trouver des gens qui sont aussi intéressés, passionnés, par les mêmes domaines que moi, quoi.
Il y en a, mais il faut chercher. En tout cas, je te remercie, c'était, super plaisant comme exercice, puis c'est toujours agréable, ouais, Mmh. de discuter de tout ça. Ouais, merci beaucoup. Mais de rien. Voilà, c'est la fin. Bah, merci aussi au chat, hein, pour sa participation et Ouais, ses questions. ouais, c'était cool. Merci à tous. Merci à toi, Sabine, et à bientôt par À message, bientôt, sur Twitch, sur nos Twitch respectifs, et merci c'est ça. beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Salut.